Bon, je pense que virer Gary Gensler et tout ça, y a pas de doute. Gary Gensler, il va même se virer tout seul. Donc ça, c'est coché, je pense. Avec sa petite lettre. Faire une réserve nationale de Bitcoin. Je sais pas s'il va le faire. Et pour plusieurs raisons, parce que après, s'il le fait, ça crée une. Bah là, on casse Internet là. Là, tout change. Là, c'est nouveau paradigme. De quel œil tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu vois? Parce que du coup, élection, Trump, administration à vue de nez pro-crypto, ou en tout cas bien plus qu'auparavant. T'en as pensé quoi de ce qui s'est passé avec la France et Pavel Durov d'ailleurs? Bah, moi, j'ai pas été très surpris, puisque dans mon passé de travail dans la sécurité, j'ai travaillé à proximité, disons, des services de sécurité de l'État français, l'ANSSI et autres. Et Telegram, ça a toujours été un peu le truc qu'il faut pas utiliser, probablement backdooré, probablement surveillé par d'autres États. Le hash rate qui augmente, ça veut dire que t'as des gens qui investissent des dizaines, centaines de millions pour acheter des machines, les installer dans des endroits, acheter des contrats d'électricité, parce qu'ils pensent que le prix de Bitcoin va continuer à augmenter. Et il y a un nouveau truc que je monitor maintenant, c'est les inflows sur ETF, ouais. Sur les ETF. Et là, en fait, chaque nouveau milliard qui rentre, c'est beaucoup moins de Bitcoin. Hein. C'est ça qui se passe. Charles, mon corps ne peut plus contenir cet opium, c'est trop là. Parfois, c'est bien de prendre un peu du recul et de voir que nos clients sont contents et qu'ils continuent à nous faire confiance. Et ça, on le ressent encore plus maintenant qu'on a sorti de nouveaux produits, que l'ambiance générale est meilleure, qu'on a amélioré les produits qu'on avait déjà. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle interview et cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Charles, CTO de Ledger. Comment ça va, Charles? Bah, ça va super. J'ai l'impression que présentement, on est sur un ATH de Bitcoin. On les enchaîne un jour Ouais, le après sourire l'autre. que j'ai. Regarde comment on va Ouais. bien. Même toi, c'est... Exactement. Comment tu le vis d'ailleurs? Bon bah, comme toi, ça fait un petit moment que je suis dans l'écosystème et maintenant, je me suis un peu plus habitué, mais ça fait toujours plaisir. Et au final, je pense que le plus dur à apprendre, c'est les phases de bear market, de garder la confiance et tout ça. J'ai l'impression qu'on les a traversées et là, niveau confiance, j'étais plutôt bien ce bear market. Donc là, il se passe ce qui était prévu qu'il se passe. Et en plus de ça, l'horloge Bitcoin est tellement bien réglée que bah voilà, ça arrive quelques 200 jours après le halving, un truc comme ça. Ouais. Donc on est sur une bonne pente pour 2025, là, j'ai l'impression. Que de chemin parcouru depuis notre dernière interview. On parlait déjà des ETF, etc. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à checker l'ancienne interview qu'on a fait il y a quelques mois avec Charles. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on va pas tout couvrir, mais il y a déjà des choses qui ont été couvertes sur la dernière interview, donc n'hésitez pas. Et qu'est-ce qui a changé de ton côté depuis notre dernière interview? Je sais plus à quand ça remonte, ça doit faire un truc comme 6 mois. Je dirais Facile. que ça devait être autour de mars, ouais. On avait déjà lu l'approbation des ETF, mais je pense qu'on était à peu près un petit peu avant le halving, ou autour du halving en tout cas. Ouais. Du coup, on voyait un peu qu'il y avait ce frémissement de marché, mais qui était complètement drivé par Bitcoin et il n'y avait pas vraiment d'activité autour. Et même s'il y avait une price action importante, moi j'avais pas le sentiment qu'on était dans une phase bull, quoi, dans une vraie phase de bull market. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de signaux. Je sais pas, typiquement à la Ledger, on voit il y a beaucoup d'activités sur nos services. Nos back-end, on est en train de faire des all-time high de nombre de requêtes par seconde sur les blockchain explorers. Au-dessus de 2021? Là, on est déjà sur des. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque bull run, ça monte fort et ça redescend, mais ça redescend quand même pas si bas. Ça redescend pas aussi bas que c'était. Ouais. Au cycle d'avant. Ça crée une sorte de socle de personnes qui sont dans les cryptos. T'as déjà une base qui est déjà plus haute. Et donc le volume que t'as de base il est déjà haut. Et si en plus de ça t'as de la frénésie, tout d'un coup les gens ils arrivent sur leur téléphone et ils refreshent toutes les 15 secondes pour savoir combien de Bitcoin est... Non, au final c'est des bons problèmes à avoir, mais il faut se le préparer. Et typiquement tu parles de 2021. Moi je me souviens c'était fin 2020. C'était galère. Parce que justement, on n'était pas super prêt pour le bull run qui arrivait. Ledger, c'était pas aussi gros. Hein. Ouais, je pense qu'on devait être au moins deux fois plus petit en nombre de personnes. Et du coup, je te dis, on n'était pas super prêt et on avait quand même pas mal de services qui tombaient les uns après les autres. Et je me souviens que j'avais passé des vacances de Noël qui étaient pas terribles. Compliqué. Ouais. Du coup, ETF, du coup, nouveau produit aussi du côté de Ledger. Sur quoi tu as travaillé ces derniers mois? Sur quoi vous avez travaillé? Sur quoi vous vous êtes concentré? On a eu finalement le Stacks. Yes. On a eu aussi une petite surprise avec le Flex. On a vu de plus en plus d'intégration, etc. Est-ce que tu peux peut-être un peu résumer
ce qui s'est passé pour Ledger ces derniers mois et sur quoi tu travailles vraiment en ce moment particulièrement. Je suppose que tu as quand même un poste où tu vois beaucoup de choses, mais il y a peut-être des zones d'intérêt un peu plus importantes quand même que d'autres. Yes, là, tu viens de faire un début de résumé. Bon, on a effectivement sorti Stacks. On a eu une longue période de difficulté parce que il y avait des galères autour de le produire à l'échelle avec des bons niveaux de qualité. Bon, on est passé à travers ce truc-là et on en est bien content. On a fait Flex aussi, qui est un peu le petit frère de Stax, avec pareil un écran tactile e-ink, une UX qui est quand même bien supérieure au Nano, quoi, et qui a un Plus price facile point à produire? ouais, plus facile à produire. Ça faisait partie des listes Des d'exigences prérequis, quand on ouais. avançait les prérequis. On voulait pas se relancer dans des difficultés supplémentaires. Et du coup moins cher aussi, parce que les matériaux qu'on utilise, c'est des trucs souvent qui existent déjà, tu vois, il y a pas beaucoup de custom dans le truc. Et aussi on a réutilisé la plateforme de Stax, donc tout ça a fait qu'on a pu le sortir rapidement et dans de bonnes conditions. Donc là-dessus on est super content et il y a déjà un bon succès pour ces deux nouveaux produits. Ensuite, on a pas mal travaillé sur tous les aspects sécurité, notamment ce qu'on appelle le clear signing. Si t'es plutôt un hodler, genre t'as acheté des bitcoins en 2000, je sais pas, 15, 17, 20, n'importe quand, quoi, et que tu Comme les as, toi. et que tu les as laissés sur ton device et que tu les touches jamais. Là, à ce moment-là, dès que tu utilises ton device, t'envoies des bitcoins à telle adresse et tout est sur ton écran et tout va bien. Si tu commences à faire de la DeFi un peu évoluée, que tu vas interagir avec des smart contracts compliqués, ça, c'est des transactions qui sont plus difficiles à parser pour le ledger. Et du coup, on a travaillé beaucoup cette année justement à faire en sorte que toutes ces interactions-là avec la DeFi, avec les smart contracts, avec les NFT, tout ce qui se passe quand même dans l'environnement EVM, qu'on soit capable de le rendre intelligible pour un humain. On arrive un peu au bout de ça, ça va bientôt sortir partout. Dans les intégrations aussi avec Rabi, avec MetaMask, etc. Ouais, Donc, mais Rabi, tu vois, c'est magnifique, hein. Moi, typiquement, en hot wallet, j'utilise quasiment que Rabi pour ce qui est EVM. Et tu vois, tu parlais de clear signing. Euh, Moi, j'ai vraiment l'impression que à ce sujet-là, Rabi ont été très forts. Peut-être que Phantom aussi, dans une certaine mesure, peut-être. Mais j'ai trouvé que Rabi, vraiment, c'était clair. Et surtout, ils ont mis en place des choses qui te permettent de limiter ton exposition à des contracts à approuver, etc., avec le système de revoke, etc. D'ailleurs, je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à faire du côté de Ledger. Je sais pas si c'est en place ou pas, mais par exemple, moi, je connecte mon Ledger à Rabi et ensuite je revoke. Mais si je pouvais le faire direct via Ledger Live, je le ferais, quoi. on a intégré revoke.cache dans la section Discover de Ledger Live il y a pas très longtemps. Donc Mais là ça maintenant fait tu peur peux parce le qu'il faire. s'était fait compromettre. Désolé de te couper, mais il s'était fait compromettre. Du coup, j'ai eu un peu un manque de confiance en eux, pour être honnête, à un moment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pour ça qu'à la fin, le juge de paix, c'est ce qui se passe sur ton device et il faut que tu comprennes la transaction qui est sur ton device. C'est vraiment là que le clear signing, c'est super important. Et effectivement, Rabi, je trouve qu'ils ont fait quand même un super taf parce que c'était un peu le compétiteur de MetaMask qui sont partis de rien et au final, enfin là, moi, je trouve qu'ils ont quand même bien avancé. Ils ont fait des gros progrès, des super features et, euh, et et quand on interagit avec eux et qu'ils intègrent les device ledger, ils le font super rapidement. Donc c'est un bon partenaire pour nous et je trouve ça vaut le coup de les mettre en avant. Euh, Après, on réfléchit aussi à toutes des idées autour de simulation de transactions. Ça, c'est des trucs qui existent déjà dans Rabi. Donc l'idée, c'est quand tu fais du clear signing, en fait, ce que tu vas afficher sur le device, c'est tu es en train d'interagir avec Uniswap, tu es en train d'appeler la méthode swap, et les paramètres de ton appel, c'est je veux swapper 0.1 Ethereum vers, je sais pas, 300 USDT. Est-ce que tu es OK? Donc ça, c'est le clear signing qui te donne ça. La simulation de transaction, elle va. Donc là, tu vas avoir un service qui simule l'exécution de cette transaction. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est risqué, etc. Donc ça, c'est un truc qui peut pas se faire on-device directement parce que tu as besoin des informations de la blockchain, etc. Et donc là, tu as différents partenaires qui travaillent sur ce genre de service et on réfléchit à intégrer ça
dans la solution, histoire que tu aies un truc de bout en bout, tu vois. Tu as à la fois quel est le smart contract que tu appelles et comment, et ensuite qu'est-ce que ça va faire cette transaction, est-ce qu'elle est risquée. Donc ça c'est donc on a beaucoup bossé sur ces aspects de sécurité. Pourquoi c'était aussi long? En fait c'est pas simple, notamment parce que un device Ledger c'est très limité en termes de mémoire, de capacité, etc. C'est pas connecté à Internet, donc tu peux pas aller regarder ce qu'il y a sur la blockchain facilement, etc. Donc tu as des contraintes de ce genre-là. Pour le clear signing, ce qui est spécifiquement difficile, c'est que les smart contracts que tu as sur Ethereum, ils peuvent être aussi génériques que possible. En fait, il n'y a pas vraiment Il de n'y a pas de limite, standard, ouais. de rien. En fait, il n'y a pas de limite. Et en fait, tu es obligé d'essayer de montrer au device qu'est-ce que ce smart contract il fait. Et ça, c'est un problème compliqué en soi. Tu vois. Donc là, pour ça, ce qu'on a fait, c'est on a fait on est en partenariat, disons, avec toutes les DApp et on leur demande de nous fournir un petit fichier JSON, métadonnées, disons, qui juste Pour dit vous aider. ouais, pour nous aider. Et en fait, le fichier métadonnées, on le donne au device, et comme ça, le device, il a la transaction à signer, plus le fichier métadonnées, et du coup, ça lui permet de comprendre comment parser la transaction. C'est une information standardisée, quoi. Comme ça, Exactement. On a créé un c'est très standard. facile à comprendre. Exactement. On a créé un standard, et d'ailleurs, c'est pas juste pour nous, tous les wallets peuvent l'utiliser, les softwares comme les hardware. Du coup, on a créé ce standard, et là où c'est long, c'est justement, tu as besoin de mettre en route tout l'écosystème. Tout le monde est au courant que c'est important et qu'il faut le faire, mais quand il faut le faire, tu vois, c'est plus difficile. Oh, la flemme, je focuserais peut-être un peu plus sur mon marketing ou sur ma prochaine levée de fonds ou sur le Exactement. listing de mon token. Et là, ce qu'on a vu les dernières semaines, il y a eu pas mal de hacks quand même assez sophistiqués, tu vois. Ce qui fait que maintenant, on a quand même vachement plus de facilité à pousser ces idées-là, et on a vachement plus de support de tout le monde, tu vois. C'est pas juste, ok, c'est une bonne idée, on va vous aider. C'est, ok, on vous aide, comment on fait pour vous aider, et les mecs qui nous contactent. Je sais pas, t'as eu les idées de Radiant Hack, t'as eu Wazirex, et ça, c'est quand même des attaques assez sophistiquées, tu vois. Les attaquants, ils viennent mettre des malwares sur des machines qui gèrent, qui donnent accès au multisig. Enfin, il y avait un système comme ça, non? Exactement. Sur Radiant, par exemple, c'était un multisig 3 parmi 11. Et donc, j'utilisais des devices pour signer ça, d'ailleurs. Et donc, les attaquants, ils ont mis des malwares sur plusieurs machines, au moins 3, disons. Et au moment où les mecs ils étaient en train de signer une transaction sur Safe, donc le multisig Safe, ils avaient l'impression que c'était la même transaction que d'habitude pour leur DAO, sauf que le malware, il swappait la transaction. Et ensuite, ce qu'ils signaient sur leur device, c'était des hashes, ils ne pouvaient pas les vérifier. Donc les mecs, ils ont signé sans regarder, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont faits. Ça sera possible avec le clear signing, c'est ça que tu dis. Du coup, ça, c'est le truc, Checker, avec le ça. clear signing, tu as toutes les informations, t'es pas obligé de signer des hashes, et ça évite ce genre de problème. Et en Parce fait, que là, tu vois, vraiment, on signe au hasard. Hein. quand tu signes un hash, tu signes un peu au hasard. Franchement, c'est un peu, j'aime bien prendre cet exemple, c'est un peu comme donner un chèque en blanc. De signer un chèque en blanc et de le donner à un inconnu. Donc, si l'inconnu, il est honnête, il va en faire ce que tu voulais qu'il en fasse, quoi. Juste récupérer l'argent pour la vente de la voiture, je sais rien, tu vois. Et peut-être que c'est un attaquant, il va vider ton compte, et c'est exactement ça, C'est le comme blind quand signing. on te parle une certaine langue et pour faire style que tu comprends, tu fais oui. Oui, Ok. j'ai bien compris, c'est bon, je signe. Prends mon Et du chèque coup, en blanc. Et voilà. et au Et ça, c'est final, vraiment les ouais. trucs qu'il faut éviter. Et en fait, on a parfois tendance à prendre ça par-dessus l'épaule, genre en mode c'est bon, je signe sans regarder, je veux pas rater ce super nouveau minting de NFT. Bon, c'est moins la mode les NFT maintenant. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi, ou ce magnifique airdrop, je vais signer cette transaction. Il faut faire attention à ça, parce que je te dis, les attaquants ils deviennent de plus en plus sophistiqués, et ça va pas se calmer. Tu vois. Plus la quantité d'argent à extraire est grande, et plus les mecs ils sont chauds et ils vont faire des attaques compliquées, quoi. Et surtout en bull market, on va avoir plein de nouveaux qui vont arriver qui sont pas du tout éduqués et je pense que même avec le clear signing, ces gens-là, ils peuvent se faire avoir. Donc ne pas l'avoir, c'est c'est chaud, quoi. Exactement. Du coup, c'est de l'éducation. Ça, tu viens de le dire entre les lignes. Il faut expliquer aux newcomers comment ça fonctionne, à quoi faut faire attention, etc., etc. Et des solutions techniques qui permettent d'avoir toutes les informations. Les ledgers, du coup, t'as ta clé qui est générée dedans, elle reste dedans. Donc ça, c'est un bon niveau de sécurité. Mais ensuite, il faut aussi faire attention quand tu signes, d'avoir toutes les informations dont tu as besoin pour signer. Ouais, donc on a pas mal bossé là-dessus. Et après, on a intégré plein de choses, des nouvelles chaînes. On a intégré des nouveaux swaps. On a intégré TorSwap récemment, qui marche super bien. On a lancé
il y a quelques semaines et on a battu tous les records de TorSwap. Donc on est super content. Bref, ouais, ça marche bien. On a délivré plein de trucs. Côté enterprise aussi, on n'en parle pas souvent. Et je voulais en parler justement parce que tu vois, même dans mes questions, enfin j'ai demandé à la communauté s'ils avaient des questions. Ouais. Et une des questions, c'était où en est la diversification avec les entreprises et les institutions. Et j'avais parlé avec quelques personnes de chez Ledger à une soirée à Paris. Et ils me disaient que bah voilà, c'était en train de grossir. Enfin, je pense que Ledger avait peut-être pris du retard d'une certaine manière sur certains concurrents, etc. Et du coup, comment ça se passe de ce côté-là? Ouais. Alors bah en fait, ça c'est un produit qu'on a lancé, qu'on a commencé à builder il y a quand même très longtemps. Je pense le tout début c'était 2018. Tu vois, donc maintenant ça fait 6 ans. Et donc ça s'appelle donc c'est Ledger Enterprise Services, ça c'est la business unit, et le produit principal s'appelle Ledger Vault. Et en fait, donc il faut imaginer un anneau pour les entreprises. Si on veut simplifier vraiment, c'est ça. Donc l'idée c'est de donner des solutions technologiques à des entreprises pour gérer leur Bitcoin et leur crypto en général, et être en self-custody, donc être vraiment possesseur de ces cryptos. Mais avec des produits Ledger, hardware, je veux dire, ou ouais, ouais, bah, okay. je vais les mêmes. Ok. Je vais expliquer. Je suis désolé, je suis impatient. Non, vas-y. Du coup, la différence, que quand toi t'es owner, en fait, la self-custody, c'est simple. T'as tes clés, t'as Nature Key, Nature Coin, t'as tes clés, t'as tes coins, et tout va bien. Quand t'es une entreprise, c'est quoi la self-custody? C'est vachement plus compliqué, en fait. Tu veux éviter d'avoir une personne de l'entreprise, même si c'est le CEO, tu vois, tu veux éviter d'être dans la situation où une personne a accès à tous les fonds d'entreprise. Ça, c'est un truc que tu veux éviter parce que c'est à l'entreprise qu'appartiennent les fonds. Donc, pour résoudre ce problème-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer de la gouvernance. C'est-à-dire, tu vas définir des règles et tu vas dire je veux que tel compte soit accessible par telle personne, telle personne, telle personne. Ils peuvent faire des transactions, mais seulement vers cette adresse. Et s'ils veulent faire des transactions de plus de $100,000 par jour, il va falloir qu'ils demandent à 3 personnes, enfin il faut qu'il y ait 3 personnes parmi 5 qui signent, dont le CFO. Donc ça, c'est un peu c'est les règles de gouvernance que tu peux implémenter. Et donc Ledger Vault, c'est un framework, un produit qui permet de définir toutes ces règles de gouvernance. Et en pratique, on utilise d'un côté des HSM, c'est Hardware Security Module. On peut voir ça comme un serveur sécurisé, donc ça serait le gros nano de l'entreprise qui est dans des data centers. Et aux opérateurs de l'entreprise. Donc, tu as des opérateurs, des administrateurs qui vont définir qui sont les opérateurs, quelles sont les règles de gouvernance, etc. Eux, on leur donne des devices. Avant, on leur donnait des Ledger Blue. Maintenant, on leur donne des stacks. Et sur leurs stacks, ils vont utiliser leurs stacks pour se connecter à la plateforme, à Ledger Vault. Et ensuite, ils vont l'utiliser pour initier des transactions, changer les règles de gouvernance. Et quand je te dis il faut être 3 parmi 5 pour approuver, tu vas approuver sur ton device que tu es OK de faire cette transaction, etc., etc. Ça, c'est vraiment le produit Ledger Vault, qui est un produit de custody, enfin un produit technologique qui permet de faire des custodies. Nos clients sur ce produit, c'est soit des hedge funds, soit on a des exchanges aussi, des gros exchanges, soit des custodians. Les custodians, c'est des entreprises dont la fonction, c'est de faire la custody, la détention. Comme pour les ETF. Des fonds pour des tiers. Par exemple, les ETF, BlackRock, eux, ils ont pas c'est pas eux qui gèrent leur crypto. Ils utilisent un custodian. Dans leur cas, c'est Coinbase. Coinbase Prime. Coinbase Custody, je pense. Custody? Okay. Ouais. Ah oui, Prime, je pense que c'est plus le trading. Ouais. Ça doit être le prime broker, je pense. Donc, ils utilisent Coinbase Custody. Et Coinbase Custody, ils utilisent leur propre solution interne technologique pour faire ça. Donc, nous, Ledger Vault, c'est la solution technologique qui permet de faire ça. Et nous, on a des custodians. Par exemple, le plus gros qu'on a s'appelle Komeinu. C'est un custodian qui est régulé en Europe, notamment, à Jersey. Et typiquement, des clients qui veulent pas faire la custody eux-mêmes vont utiliser Komeinu. Et Komeinu va faire la garde de leur fonds. Et on peut se demander mais pourquoi les clients ils veulent pas, etc. Bon, ils veulent pas parce que c'est pas leur métier, parce que c'est compliqué. Trop d'enjeux. Oui, des enjeux. Et aussi en fait quand tu viens du monde de la finance traditionnelle, ça c'est un truc qui est classique. Dans la finance traditionnelle, c'est même interdit en fait. Typiquement dans la finance traditionnelle, il y a des activités de exchange de la même manière que dans les cryptos. Parce que souvent, on a l'impression que ce qui se passe dans les cryptos, c'est que dans les cryptos. En fait, dans le monde traditionnel, ça marche déjà comme ça.
Et typiquement, les exchanges dans le monde traditionnel, ils n'ont pas accès aux fonds de leurs utilisateurs. Tu vois. Il y a des custodians et il y a d'autres entreprises qui s'appellent le netting et settlement. Donc toi, tu es un hedge fund, tu veux aller trader sur une place de marché Nasdaq ou autre. Tu vas envoyer tes fonds chez un custodian, tu vas faire tout un tas de trades pendant que tes fonds sont chez le custodian, et à la fin de la journée ou à la fin d'une période, Comme Ethena, en fait. C'est des mecs qui viennent de la finance traditionnelle. Et à la fin de la journée, tu vas faire ce qu'on appelle le netting et settlement, c'est-à-dire que tu vas dire, ok, tous les trades que j'ai fait dans la journée, si on fait les balances à la fin, le résultat, c'est je te dois tant, tu me dois tant, et là tu fais le settlement. Le settlement, c'est on fait 7 transactions qui met les balances à zéro pour tout le monde. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde de la traditionnelle, dans le monde de la finance traditionnelle. Et ça se passe comme ça parce que tu as de la régulation qui l'oblige. Dans la crypto, il n'y a pas encore cette régulation, mais les acteurs de la finance traditionnelle, ils aiment bien, et qui sont dans la crypto, ils aiment bien ce modèle-là. Et ce qui m'emmène au nouveau produit qu'on est en train de développer, qui sort Q1 sur Ledger Enterprise, qui s'appelle TradeLink. Et TradeLink, c'est une solution technique qui est basée sur Ledger Vault, qui permet de faire exactement ce que je viens de décrire, mais pour les cryptos. Donc c'est exactement ça. On utilise Ledger Vault. Tu as Komeinu ou d'autres custodians qui vont être en charge de faire la garde des fonds pour les hedge funds. Et donc le hedge fund, il va arriver, il va se connecter, il va dire je vais utiliser tel custodian, tel custodian, tel custodian. Aujourd'hui, je veux trader 100 millions. Donc je répartis sur ces 3 custodians ou sur un, comme tu veux. Ensuite, il va dire je vais pledge. Donc pledge, ça veut dire que tu bloques des fonds pour dire ok, je vais bloquer 30 millions sur les 100 millions pour trader avec Binance, 40 pour trader avec Bitfinex ou je sais pas qui. Et ensuite, une fois que ça fait ce pledge, Binance et Bitfinex doivent aussi pledger pour prouver qu'ils ont aussi l'argent. Et là, tu passes une période à faire du trading, le hedge fund avec Binance et Bitfinex. Mais faire du trading, là, c'est juste envoyer des messages. Je veux acheter, je veux trader ça, etc., etc. Et à la fin de la journée, t'as fait autant de trades que tu veux. Et là, on fait les plus et les moins, on fait la somme de tout ça, on fait les balances. Je te dois tant, tu me dois tant. Et là, le custodian se charge de relâcher le pledge et faire la transaction qui met les comptes à zéro pour tout le monde. En gros, pour résumer, c'est comme si les gens qui nous regardent tradaient sur Binance, mais en fait, leurs fonds n'étaient pas chez Binance, ils étaient chez un custodian, et Binance serait uniquement utilisé pour exécuter leurs ordres, leurs trades, et à la fin, les fonds ne sont même pas touchés par Binance. Et d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu, mais c'est un peu l'approche que Marc Karpeles mettait en avant, parce que parce qu'il avait fait une interview récemment, et il reparlait de Mt. Gox, etc., et du coup, il a lancé une entreprise qui a justement vocation à séparer un petit peu tous les composants qui font aujourd'hui des exchanges crypto, mais qui sont totalement séparés, comme tu l'expliquais, en TradFi. Donc, et je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Dans tous les cas, not your keys, not your guns. Tu vois, tu veux avoir tes fonds, mais réalistiquement, tu es obligé de trader à un certain moment, surtout si tu as des grosses sizes, tu vois, des grosses positions, etc. Et puis même, c'est très dur d'avoir des marchés liquides de manière décentralisée. C'est en train de changer, je pense, avec DYDX, avec Hyperliquid et tout. Ça bouge, mais il y a encore de la marge. Si on avait eu ça pour FTX, on n'aurait pas eu FTX en fait. C'est ça. Le problème de FTX, c'est que vu que sur les exchanges aujourd'hui, tu es obligé d'envoyer tes fonds sur l'exchange pour que tu puisses trader ensuite, t'as pas le choix. En fait, les exchanges, ils ont plein de fonds de leurs utilisateurs, mais il y a pas de Charles, raison. En fait. T'inquiète, il y a des proof of reserve, tout va bien. En plus, les proof of reserve, c'est un peu trompeur parce qu'en fait, c'est trop facile de faire des preuves. C'est du foutage de réserve. Parce que tu connais pas la dette. Exactement. Ça, c'est un bon résumé. Tu connais pas la dette. Et la dette, elle peut être décentralisée, déjà. Tu peux très bien faire un prêt sur AAV de autant que tu veux sur levier. Et donc, tu as 100 fois plus de fonds que que tu prétends avoir. Et tu fais une proof of reserve on-chain, pas de problème. Et donc, ça, c'est une chose. Mais tu peux aussi avoir des prêts traditionnels à ta banque. Tu vois, t'es FTX et t'as, je sais pas, 100 millions de prêts chez Morgan Stanley. Ça, quand tu fais un proof of reserve, ça n'apparaît pas, tu vois. Donc les proof of reserve, je pense c'est bien qu'on le fasse, mais on peut pas faire confiance à ça.
C'est ça, parce que en fait, c'est comme si je te dis, bah là, je te montre sur une application que j'ai 100 000 euros, voilà, je suis solvable, etc. Et peut-être que j'en dois 200 000 à la mafia serbe ou Exactement. je sais pas, donc Exactement. c'est compliqué. Du coup, peut-être pour finir sur Ledger Vault et tout ce que vous faites d'un point de vue instit, comment ça avance? Est-ce que ça devient une grosse partie de votre business ou c'est encore relativement petit? Enfin, comment ça avance? Alors, le business, historiquement, moi, quand j'ai rejoint, maintenant ça fait longtemps, je suis un peu un dinosaure, le business, c'était que le hardware à l'époque. Et ensuite, depuis le temps, on a créé, disons, deux grosses nouvelles business units. Il y en a une, c'est tous les services que tu as dans Ledger Live. Tu peux buy, sell, swap, stake, earn, Recover. tu peux avoir une credit card, tu peux avoir recover, etc. Donc ça, c'est tout un tas de services. La plupart de ces services, d'ailleurs, c'est pas nous qui les opérons. Nous, on connecte nos utilisateurs à ces services. À part, enfin, même recover, on Parce que utilise des trop tiers. compliqué? Ou est-ce que ça pourrait Parce que changer, par c'est exemple, pas notre aussi? métier en fait. C'est pas Ok. notre métier de faire du trading, de faire du swap, de faire du staking. C'est le métier de plein d'autres. Nous, notre métier, c'est d'offrir un bon service de custody et d'utilisation de ton wallet en fait. C'est ça notre métier. Mm. Donc, mais une fois que tu as ton wallet, tu as envie de pouvoir faire Des tous ces choses. services-là. Donc, on connecte nos utilisateurs et à la fin, Live, c'est un super portfolio, super wallet. Et tu as aussi accès à tous ces services qu'on a essayé d'intégrer le meilleur, le plus smooth possible. Donc ça, c'est le deuxième business, et celui-là, il grossit en proportion beaucoup, disons. Et ensuite, la troisième business unit, c'est Ledger Vault. Et celle-ci, en proportion, elle va être un peu plus petite que les deux autres. Mais après, c'est un business qui est différent et qui a aussi l'avantage de faire du recurring revenue. Quand tu vends des hardware, c'est one-off, quoi. Tu vends un hardware et après, tu as ton utilisateur pour toujours, mais il te rapporte plus, quoi. Quand tu fais du service, bah, c'est un peu entre les deux, à C'est part pour... saisonnier, en fait, comme le hardware, en fait. C'est-à-dire que tu exactement. as des pics, etc. Alors qu'avec les systèmes de custody, enfin, en tout cas, de services pour les custodians, en fait, peu importe le moment de l'année, au final, ils ont besoin de ce service, donc ils payent pour ce service. Exactement. Et après, tu as le service B2B, où là, c'est plus du recurring revenue, où on sait tous les ans, on va avoir un revenu récurrent, etc. Et typiquement, quand tu es dans le monde du VC, des investisseurs, je sais que tu t'y intéresses pas mal, Ouais. le troisième, c'est du revenu de meilleure qualité. Genre, tu vas beaucoup plus valoriser une boîte qui fait, je sais pas, 100 millions de revenus récurrents qu'une boîte qui fait 100 millions de revenus Parce que tu peux te one-off. projeter. Ouais, exactement, exactement. Et potentiellement, les marges sont plus grandes, etc. Je sais pas, par exemple, Mm. si tu prends un Surtout Samsung sur qui le vend des... software. Ouais, exactement. Si tu prends Samsung qui vend des télés, je sais pas, à 1000 euros pièce, ils vont faire 5% de marge dessus et à chaque fois, il faut en revendre, etc. Ça, si tu valorises Samsung que sur la vente de télé, le multiple, il va être très bas, tu vois. Alors que tu prends une boîte de service, je sais pas, Netflix, où là, tu as juste un abonnement et à la fin, le service est le même. Genre, si tu as 1 million d'abonnés ou 10 millions d'abonnés, bah, ton coût, ça va être le Mm. même. Et c'est un truc récurrent. Et en plus de ça, c'est un business de souscription. Ça veut dire que quand une fois que tu as souscrit, c'est vachement, il y a beaucoup de friction à arrêter les abonnements. Donc, tu es souvent abonné pour super longtemps. Le business de Netflix, il va être beaucoup plus rentable que le business de Samsung. Et du coup, la boîte, enfin, Netflix va être beaucoup mieux valorisé en multiples, tu vois, que Mm. Samsung. J'ai Ouais, pris c'est des des exemples price to qui earning sont ratio, c'est comme ça que tu exactement. Bah, valorises tu une vois, le boîte, price etc. to earning ratio pour du hardware à la Samsung et pour du Netflix, pour du service à la Netflix, le ratio dans Netflix, il va être beaucoup plus grand que Après, Samsung. t'as une anomalie. T'as Nvidia, je suppose. Il y a Nvidia. Après, bon, Nvidia est un peu sur une bulle quand même, et sur une bulle, plus c'est les seuls à savoir faire ce qu'ils font, etc., etc. Mais non, mais Mm. c'est vrai, t'as raison. Mais sauf, Après, c'est vraiment la narrative et exactement. la révolution qu'amène l'IA qui fait qu'il y a autant de capitaux qui sont déployés et surtout que, bah, en fait, ce qui est assez fou, c'est que, bah, en fait, tu utilises ChatGPT, mais en fait, tu utilises Nvidia, tu utilises Twitter et Grok, tu utilises Nvidia, tu utilises n'importe quel service qui est bâti sur de l'IA, en fait, au final, tu passes par Nvidia. Donc, c'est un peu, enfin, tout le monde est obligé de passer par Ils sont en Nvidia situation de indirectement. monopole Ouais. ils ont un avantage technologique. C'est ça qui fait ça aussi. Tu penses que Et ça ils changera sont, ça? bah, c'est assez dur à disrupter parce que le problème c'est que ça nécessite beaucoup d'argent pour construire ce que Nvidia D'infra, a déjà. Plus, il y a un deuxième truc, c'est que il faut accéder aussi aux fondeurs qui fabriquent les circuits.
Il y a des fondeurs qui Semi-conducteurs. fabriquent des circuits, les semi-conducteurs. En gros, tu as 3 entreprises dans le monde qui savent faire ça. Tu as Intel, mais Intel, ils font ça juste pour eux. Ils fabriquent des puces Intel et c'est tout. Ils Et sont en en plus de galère en ça, ce moment, j'ai vu. Et en plus de ça, ils sont plutôt en galère et leur technologie est moins bonne. Ensuite, tu as Samsung qui a aussi une fonderie qui fonde des produits pour eux, mais aussi pour d'autres. Par exemple, si Nvidia voulait faire fondre leurs puces chez Samsung, ils pourraient. Et enfin, tu as TSMC. TSMC, ils font pas de design, ils font pas de produits. Eux, ce qu'ils font, c'est de la fonderie, c'est tout. Et ils sont basés à Taïwan. C'est aussi pour ça qu'il y a des enjeux géopolitiques autour de Taïwan. Et TSMC, eux, c'est les seuls enfin, ils ont la meilleure technologie, mais par contre, ce qui se passe, c'est que vu que c'est un peu les seuls au monde à savoir faire ce qu'ils font et à l'échelle, bah, t'as un peu des bouchons, tu vois, pour si demain tu veux faire un Nvidia 2, bah, tu vas te battre contre Nvidia pour avoir de la place sur les wafers de TSMC. Autant dire que tu vas jamais y arriver, tu vois. C'est pour ça que t'as la Chine pas très loin qui sont en mode bon bah à tout moment vous avez plus de semi-conducteurs, c'est nous on prend Exactement. le pouvoir, c'est nous qui allons développer nos IA parce que vous pourriez juste plus y accéder, donc on va aller juste plus vite. Et je crois qu'il y a aussi une boîte aux Pays-Bas d'ailleurs qui est assez importante. Là tu parles de ASML. ASML, Ouais. eux ils fabriquent des instruments pour fabriquer les circuits, donc ils vont vendre à TSMC ou à d'autres. Mais effectivement, eux, pareil, ils sont dans une situation de monopole et c'est les seuls de savoir faire ce qu'ils font. Ok. Donc, si je dois résumer le business de Ledger, en soi, c'est la porte d'entrée, c'est le hardware. On vend des hardware sur lesquels on marche peu. Ensuite, on vend du service via Ledger Live. On va avoir des abonnements, des frais de swap, ce genre de choses. Et ensuite, on utilise cette crédibilité pour toucher les institutionnels et aller toucher la finance tradie en soi. Je sais pas si on utilise la crédibilité, mais effectivement, enfin, le brand, la marque, tout le développement en soi, vous avez Ledger, faire. Elle compte aussi, bien sûr. Et après, il y a tout un tas de choses qu'on a développées dans le B2C, dans le retail, qu'on réutilise aussi dans le B2B. À la fin, synchroniser une blockchain Bitcoin, que ce soit pour Ledger Live ou pour Ledger Vault, c'est mais comme le Stacks. Tu vois. Tu disais que vous utilisez le Stacks. Aussi, exactement. Donc oui, d'un point de vue technologique, qu'on réutilise aussi pas mal de briques, quoi. Donc, un business qui se construit bien et qui a, je pense, vocation à devenir probablement de plus en plus rentable. Enfin, je l'espère pour vous, évidemment. When IPO? C'est une bonne question. Comme je disais, moi, quand j'ai rejoint, c'était en 2017 et on était 40 et c'était le bull run de 2017, etc. Et à l'époque, on parlait déjà d'IPO. Je me souviens. Après, il faut savoir plusieurs choses. Quand tu vas faire une IPO, déjà, il faut que tu aies une organisation ultra mature. Il faut que tu aies des process. Parce que tu es transparent, tu es à poil, quoi. Enfin, tout le monde a accès à tes chiffres, quoi. Ouais, exactement. Et puis même si, en fait, si t'as pas tout ça, tu peux même pas faire ton introduction en bourse. Hein. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut mettre en place et avoir un bon niveau de maturité, etc. Et si je compare le Ledger d'aujourd'hui avec le Ledger de 2017, oui, la maturité, on a beaucoup plus dans tous ces endroits. Je pense qu'il y a toujours des endroits où il faut s'améliorer. Je pourrais pas dire exactement quel est le gap pour être vraiment prêt, mais clairement, on est beaucoup plus prêt qu'on était dans le passé. Après, il y a un autre truc aussi qui est important quand tu vas faire une IPO, c'est d'avoir une espèce une prévisibilité de tes revenus. Et ça, c'est un truc qui, dans le marché de la crypto, est très difficile, en fait, parce que tu peux avoir un business aussi bon que tu veux, etc. T'as peur que ça vous dévalorise dans un temps? Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que être capable de bien prédire ses revenus et ton business, c'est un truc qui est super important quand tu vas en bourse, et c'est ce que regardent les investisseurs, etc. Et une fois que tu es public, tu as un peu moins la main, disons, sur tout ça. Donc si t'es pas capable de bien prédire ton business, ça fonctionne pas. Et typiquement en crypto, c'est un truc qui est difficile à faire, dans le sens où le business quand même dépend toujours très fort du marché. On le voit sur Coinbase, sur le prix de Coinbase. Enfin, en soi, les fondamentaux, ils ont évolué parce qu'ils se sont positionnés comme acteurs sur les ETF, etc. Mais fondamentalement, ça reste quand même
plus ou moins le même business qu'il y a 1 ou 2 ans et le prix était pas du tout à ces niveaux-là, quoi. Exactement. Mais du coup, ça veut dire que quand tu te retrouves dans des périodes où t'as pas bien prédit ton business et du coup le prix de ton action est diminué énormément et du coup t'as beaucoup moins facilement accès à des fonds pour gérer ton entreprise, ça devient beaucoup plus compliqué que quand t'es en mode private equity avec la main sur ton entreprise. Ce que tu veux dire, c'est que ça peut se retourner contre vous. Ouais, quand tu sais pas prédire ton business et ton revenu, c'est pas très bon c'est pas très bon pour la boîte et ça peut te mettre dans une situation compliquée. Je pense que plus ça va et plus on arrive à prédire notre business et être vachement plus prédictif et avoir moins d'incertitude là-dessus. Et je dis ça pour Ledger parce que on a une masse critique et qu'on a augmenté nos maturités. Mais je dirais que c'est le cas aussi pour tout l'écosystème parce que même si notre marché reste volatile et il va continuer à l'être, je pense que les mouvements de marché vont devenir plus faibles avec le temps. Et que t'as toujours une base qui reste importante. On en parle un peu, les paliers que tu peux avoir en sortie de bull, bah, ils deviennent de plus en plus hauts et du coup tu sais que tu peux un peu capitaliser là-dessus. Donc je te fais un peu une réponse de Normand. Bon, c'est pas un truc auquel on pense pas, je te dis pas ça. Je te dis on en parle depuis que moi je suis Ledger. Après il y a on n'a pas spécialement besoin, tu vois. On est bien capitalisé par ailleurs. Après, comme je te dis, on a bien avancé toutes les questions de maturité pour être plus près le jour où on voudra y aller. Et voilà. Alors, j'espère juste que l'IPO n'aura pas lieu au top parce que voilà, on est, Enfin, moi personnellement, un jour, j'aimerais bien devenir actionnaire de Ledger. Enfin, j'ai déjà eu, je crois, j'avais eu l'opportunité de rentrer. Enfin, tu sais, parce qu'il y a des systèmes de de BSPCE où tu as des employés qui vendent et du coup, il y a des boîtes qui les groupent pour les vendre au public, etc. Mais en tout cas, ça serait assez intéressant. Voilà, j'espère juste que ça se fera pas au top. Mais petite question. Jusqu'à maintenant, on a un peu parlé, tu sais, du côté IPO, du côté, on va dire, compliqué, négatif. Quels sont les aspects positifs, tu vois? Pourquoi vous auriez un intérêt à le faire, par exemple? Les aspects positifs, c'est que tu as accès à de l'investissement à grande échelle. Si tu veux lever de la dette, si tu veux lever beaucoup d'argent d'un coup, là, tu as directement accès au marché financier et tu peux émettre des bonds qui sont listés et tu peux faire une ouverture de capital. Et ça, utiliser des actions comme collatéral, quoi, par exemple. Aussi, tu peux aussi faire ça, bien sûr. Et après, ça donne aussi une visibilité à l'entreprise qui d'un point de vue image de marque, peut être intéressant. T'as quand même des avantages à le faire. Après, t'as un peu moins de marge de manœuvre, tout devient transparent, etc., etc. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que Binance l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est que en termes de marge de manœuvre, bon après, je pense qu'il y a eu le le FBI, le gouvernement américain, etc., qui se sont collés à leurs fesses. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'exchanges crypto qui le font pas parce que ils ont aussi des pratiques qui sont pas aux normes de la finance traditionnelle pour être sympa. Il y a ça. Après, et puis une question aussi, quand tu le fais, tu gagnes aussi en respectabilité, tu vois. Coinbase est devenu un acteur vachement plus respectable aussi pour ça. Et maintenant, t'as Brian Armstrong qui discutait avec Trump de comment on va faire la régulation pour la suite, tu vois. Donc, t'as ce genre d'avantage aussi. Et comment tu vois un petit peu, enfin, de quel œil tu vois ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec MicroStrategy, tu vois, enfin, tout le monde parle de ça, tout le monde parle de Saylor, mais j'aimerais quand même rappeler là que genre, il y a quelques jours, il a acheté pour 4,6 milliards de dollars de Bitcoin. J'ai l'impression que personne n'en a parlé, alors que quand dans BlackRock, dans l'ETF BlackRock, il y a 1 milliard qui rentre, c'est la fête du slip. Mais là, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Et surtout que c'est même pas BlackRock au final. C'est les clients de BlackRock, quoi. Donc, pour MicroStrategy, c'est pareil. MicroStrategy, c'est ses actionnaires, quoi. Soit il lève de la dette, leverage, c'est ce qu'il a fait, ou soit il crée un nouveau produit financier et du coup il demande aux gens d'acheter, donc soit de financer sa dette, ou soit d'acheter son produit financier avec lequel il promet d'acheter du Bitcoin. Donc c'est un peu pareil que les ETF, sauf que c'est un truc un peu plus indirect et sur lequel il peut mettre du levier que tu peux pas avoir sur les ETF. Je crois pas que tu puisses faire du levier sur les ETF directement, peut-être en synthétique. En fait, quand t'as un ETF spot, en fait, t'as plein de produits entre guillemets dérivés qui sortent, donc t'as les options qui se collent dessus, t'as de l'effet de levier.
Ouais, etc. c'est possible, mais pour l'instant, ils n'existent pas, alors qu'ils existent sur MicroStrategy. Mm. Et effectivement, enfin, BlackRock, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Après, dès que BlackRock, c'est BlackRock. c'est ça, dès que BlackRock bouge un cil, tout le monde regarde ce que fait BlackRock. Et d'ailleurs, je pense que BlackRock, ils ont quand même beaucoup mis la lumière sur Bitcoin et sur les cryptos. Politiquement, je pense. Politiquement aussi, ouais. Ce que MicroStrategy pouvait pas faire, même si MicroStrategy, ils ont acheté beaucoup plus de Bitcoin que les clients de BlackRock, c'est vrai. Après, on en parle aussi, j'ai l'impression, mais ouais, MicroStrategy, ça reste un plus petit acteur que BlackRock, et peut-être aussi que Saylor, il est vu comme un fantasque un peu par les médias Ça devient le gourou, quoi. traditionnels. Traditionnel. Et bah, tu crois pas si Comme tu le dis mec qui a fait The Big Short, tu vois. Enfin, au final, tu sais, t'as des comparaisons, ça devient ouais, un peu le comme ça. Warren Buffett de la crypto, je pense, enfin, tu vois, de l'extérieur pour les normies ou des gens qui s'intéressent pas aux crypto. Le côté gourou, moi j'avais vu une présentation à lui à Bitcoin Prague, je crois, cette année, et ça faisait un peu gourou, je t'avoue. Ouais. Il en joue, hein. Ouais, je sais qu'il joue un rôle, etc., mais sa présentation, c'était les 21 règles de Bitcoin, etc. Et c'était un peu des règles de vie sur Bitcoin, tu vois. C'était un peu surprenant pour moi, mais il y a un côté amusant, quoi. Mais la foule était conquise, en tout cas. Ok. Et de quel œil tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu vois? Parce que du coup, élection, Trump, administration à vue de nez pro-crypto, ou en tout cas bien plus qu'auparavant. On voit aussi MicroStrategy qui, je crois il y a Saylor qui va essayer de pitcher à Microsoft pour qu'ils achètent du BTC, pour qu'ils achètent ses bagues. T'as Brian Armstrong, comme tu l'expliquais, qui parle aussi avec Trump. T'as Ryan Selkis, ancien CEO de Messari, qui est très proche de Trump aussi. Donc en fait, j'ai un peu l'impression que tous les astres s'alignent. Quel est est-ce qu'on a raison d'être aussi bullish, aussi optimiste? De quel œil tu le vois tout ça? Est-ce que c'est du fugazi? Est-ce que c'est des promesses qui seront non tenues? Ou est-ce que genre c'est vraiment ce qu'on voulait voir, quoi, et enfin tout ce qu'on pouvait espérer? Je pense que si on revient il y a 2 ans et on nous aurait dit il y a 2 ans que les cryptos, Bitcoin, ça allait être un sujet important de la campagne américaine, je pense qu'à peu près tout le monde nous aurait ri au nez. Et en fait, c'était Clairement. le cas. Ça a été un des sujets importants. Il y a Trump qui était là à Bitcoin Nashville. J'étais là Ouais. et la salle était pleine à craquer et tout le monde Bon, était après, il a un peu sorti des mots-clés, on va pas se mentir. ouais, certes. Non, mais enfin, clairement, Trump a eu une stratégie autour de Bitcoin qui est électoraliste. Mais ça, je pense on peut pas Comme tous le les nier. politiques. On peut pas, oui, un peu comme tous les politiques. Et en plus de ça, il y a 2, 3 ans, Trump c'était le premier à critiquer Bitcoin, pas de manière complètement définitive, mais tu vois, Il il disait était le plutôt, dollar, ouais, notre c'est ça. saint dollar, protégeons-le. Exactement. Et bon, du coup, on sait qu'il y a un côté électoraliste. Après, quand on creuse un peu plus, au-delà de Trump, les gens qui l'entourent, par contre, ils sont pro-crypto et convaincus Ouais, avec ouais. un vrai projet politique. Justement, il y a un site là justement qui Stand with crypto ou stand for exactement crypto, je Stand crois. with Crypto qui explique qui est et tu regardes et en fait c'est un raz-de-marée de crypto bro au gouvernement américain quoi. Et Mais on a un ça c'est lobby quand même crypto qui a été extrêmement fort, hein. exactement. Enfin, c'est très rassurant par rapport à l'industrie, je trouve. Ouais, bah exactement. Bah, du coup, il y a un truc qui s'est passé. Il y a l'avant-élection américaine et après, et c'est pas juste Trump qui se fait élire, c'est tout ce qui s'est mis en branle avec le lobby crypto qui a investi, je sais plus, 150 millions, un truc comme ça, qui est pas du tout négligeable pour une élection. Enfin, c'est plus que le budget des élections en France, tu vois. C'est moins que ce que FBF nous volait pour donner aux démocrates. Peut-être. Et ouais, donc il y a tout ça qui s'est passé, et ensuite le changement qui s'opère avec tous les gens qui sont fait élire et qui sont pro-crypto. Bon, maintenant on va voir ce qui va se passer. Moi je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin qu'il se passe beaucoup de choses. Déjà, rien que dans l'inconscient collectif de savoir que tu peux faire du business pour les cryptos aux C'est US, rassuré. déjà c'est rassurant et ça débloque plein d'opportunités de business que les gens faisaient pas avant, parce que avant ils se disaient je vais monter mon business aux États-Unis pour faire de la crypto je vais me faire Éjecté. empêcher, interdire, éjecter, mettre en prison par le gouvernement américain et la SEC et
bref, les agences gouvernementales qui empêchent la crypto de tourner en rond, quoi. Donc, je pense que ça va changer quelque chose et les États-Unis restent quand même un player très important dans le monde qui a beaucoup d'ampleur et d'impact, quoi. Et si tu devais, imaginer les promesses qu'il va réaliser et les promesses qu'il va pas réaliser, quelle est un petit peu ta prédiction sur le sujet? Qu'est-ce qu'on va voir selon toi pendant son mandat et qu'est-ce qu'on risque de ne pas voir selon toi? Évidemment, c'est ton opinion, donc tu Non, bien vois sûr. pas l'avenir, mais Et puis en plus, je suis pas citoyen américain, donc j'imagine t'as que ton billet d'Européen, de Français, Exactement. comme moi. Bon, je pense que virer Gary Gensler et tout ça, il n'y a pas de doute. Gary Gensler, il va même se virer tout seul. Donc ça, c'est coché, je pense. Avec sa petite lettre d'adieu. Petite lettre, Au revoir, exactement. c'était bien de servir les États-Unis. Après, je pense tous les aspects de régulation plutôt pro-crypto et qui ramènent davantage de clarté sur ce qui est interdit, ce qui est possible de faire, comment le faire, etc. Ça, je pense qu'on va le voir. Ça va être assez net. Il y avait déjà des choses en cours d'ailleurs. Oui, Tu vois, j'en parlais avec Jérémy Allaire. Il disait que d'ici fin d'année, début d'année prochaine, il m'a dit ça il y a 2-3 mois, on devrait avoir un framework aussi en place. Donc, je pense que dans un sens, Trump va récupérer quelques lauriers, tu vois, qui avaient été entre guillemets alors que semés. C'est tout le lobby pro-crypto qui prépare ça depuis un an, même plus, et ils ont commencé à faire les textes, les propositions, etc. Et ils ont juste genre orange pile Trump pendant l'élection, et voilà, tu vois. Donc ça, je pense que ça va arriver. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Après, je connais pas suffisamment de détails pour savoir qu'est-ce qui est pertinent, quel est le framework, etc. Mais je sais que la régulation va être plus crypto-friendly et plus claire, ça c'est sûr. Ensuite, il a dit aussi qu'il interdirait les CBDC, etc. Et ça, je pense que ça va être le cas. Tu vois, ça c'est une promesse assez facile à tenir. De promettre que tu vas pas faire un truc qui est non consensuel, c'est une promesse facile à tenir. Et après, il y a la dernière promesse, de celle que j'ai en tête. La fameuse. Ouais, c'est faire une réserve nationale de Bitcoin. Et ça, je sais pas s'il va le faire. Et pour plusieurs raisons, parce que après, s'il le fait, ça crée une. Mais là, on casse Internet là. Là, problème, tout change. Là, c'est nouveau paradigme. On est déjà dans une situation de pré-supply shock assez violente. On s'en rend pas compte, mais J'allais t'en parler. Ouais, le côté genre seulement 21 millions de bitcoin, quand même beaucoup de bitcoins qui sont perdus à jamais. Quoi, 2-3 millions peut-être, un truc comme ça? Minimum, je dirais minimum 2-3 millions. Plus les 1 million de Satoshi. Plus les 1 million de Satoshi. Plus toutes ces whales du début qui vendront jamais, ils mourront avec tous leurs bitcoins, on le sait, tu vois. Plus. Pourquoi tu parles de toi comme ça? Je suis arrivé qu'en 2017, moi. Moi, j'ai découvert Bitcoin en 2011 et j'y croyais pas. Je te dis, j'avais trouvé la technologie genre super intéressante. Bah non, mais je l'avoue sans problème. Hein. J'avais étudié la technologie et la blockchain, le double spending problème et comment tu le résous, enfin comment tu fais pour être sûr que tu peux pas dépenser 2 fois des bitcoins que t'as, etc. Et j'avais étudié tout ça, j'avais trouvé ça super intéressant et j'y croyais pas du tout. C'est un pote qui minait qui m'en avait parlé et je lui avais dit franchement ton truc c'est super intéressant, la technologie elle est ouf, mais ça n'ira nulle part. Il y a aucune chance que ce truc soit adopté par quiconque. Je lui avais dit ça. Et du coup quand j'ai rejoint Ledger en 2017, il s'est foutu de ma gueule. Normal. Fair game. Après t'es pas le seul et plus on avance, plus c'est facile d'y croire. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Et en plus de ça, je pense que même si j'avais acheté en 2011, genre jamais j'aurais hodl jusqu'à maintenant. Ouais, impossible. À part si tu perds tes BTC, impossible. Ouais, donc, tu les retrouves ensuite, quoi. Bref, tout ça pour dire que le supply shock, il est en cours, en fait. Il est en cours et la quantité de nouveaux bitcoins en circulation, elle est super limitée avec le halving qu'on vient d'avoir. Donc là, toi, tu le suis, tu mesures tout ça ou c'est plus un feeling? Enfin, une de mes questions, c'est qu'est-ce que tu vois en backstage? Parce que voilà, t'es bien placé. Je pense que tu dois voir des trucs qui se passent en OTC ou des mouvements on-chain ou tu vois ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des trucs un peu enfin, c'est toujours, tu sais, tout le monde est en mode, est-ce que t'as pas le secret à nous révéler? Non, je peux pas beaucoup plus de secrets sur Bitcoin. Moi, ce que je regarde, c'est effectivement le flux de Bitcoin qui est entrant des mineurs.
le prix que ça coûte de miner un Bitcoin. Et d'ailleurs, le hash rate continue à augmenter. Là, Ça ne là, s'arrête jamais. on n'a même pas eu Le la petit dip. petite baisse de hash rate après le halving. Alors qu'on était aussi parce qu'on Non, était en Charles, le ETF. l'opium, il est trop fort, là. Ouais, ça, on l'a même pas eu. Donc le hash rate qui continue d'augmenter, ça veut dire que le hash rate qui augmente, ça veut dire que tu as des gens qui investissent des dizaines, centaines de millions pour acheter des machines, les installer dans des endroits, acheter des contrats d'électricité, etc., etc., parce qu'ils pensent que le prix de Bitcoin va continuer à augmenter. Les mecs, ils arrivent eux, ils font des IPO direct pour avoir accès à plein de liquidités et pouvoir continuer d'investir. Donc, Elles ont toutes eux, boom, ces boîtes-là. On le voit en bourse. Hein. Elles ont toutes. exactement. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les altcoins de ce cycle, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas les stocks qui sont liés aux cryptos? Parce qu'en fait, si tu as un intérêt de la TradFi, beaucoup d'argent qui est dans la TradFi, et qu'ils ont accès entre grands guillemets que à Bitcoin et Ethereum actuellement, est-ce que c'est pas un moyen pour eux bon, est-ce que c'est C'est vrai très que Riot, diversifié? Je sais pas, mais non, c'est pas très diversifié du tout. Ouais. Et t'as une dépendance supplémentaire, c'est l'accès à l'électricité pas chère, mais ça, ouais, ils l'ont pas mal résolu. géré généralement. Bref, donc je regarde ça aussi. Je regarde la quantité de Bitcoin qui est sur les exchanges, et on est au début du bull et elle est déjà super basse. Ça, je peux te dire ça Ce qui aussi. n'était pas le cas avant sur les autres cycles. Non, non, pas du tout. Ok, Non, ok. normalement, début de cycle, le volume sur les exchanges, il est haut et plus ça va, plus ça baisse, quoi. Jusqu'au moment où ça crache. Et là, tout le monde ramène ses bitcoins sur les exchanges. T'as ça, et après, les ETC. Je dirais que les ETC, c'est un peu le dernier endroit où il y a de la liquidité un peu deep maintenant. Les Mais market makers, tout ça. ça va pas durer. Donc, ouais, moi j'ai l'impression quand même, ah oui, et il y a un nouveau truc que je monitor maintenant, c'est les inflows ETF, ouais. sur les ETF. Et là, en fait, chaque nouveau milliard qui rentre, c'est beaucoup moins de Bitcoin. Hein. C'est ça qui se passe. Charles, Hein. mon corps ne peut plus contenir cet opium, c'est trop là. Déjà la dernière fois, mais tu sais qu'à chaque fois qu'on a cette discussion, à chaque fois je me dis mais tu sais que je suis full, enfin j'ai que du BTC moi pour le coup. Donc toi c'est ton cas d'ailleurs ou pas? Ouais, 75%, comme ça. Ok, ok. Et du coup MicroStrategy, est-ce que ça va mal finir ou est-ce que Non, je pense pas, mais bref, il a bah, fait enfin, son pari fonctionne en fait. Hein. Son pari fonctionne, il l'a bien marketé, bah il se leverage etc. de plus en plus, c'est ça la chose un peu dangereuse, non? Ou est-ce que c'est juste sa Ouais. capacité d'emprunt qui augmente mécaniquement et du coup il en profite? Non, non, c'est ça. Ouais. Et en plus de ça, lui, il prend pas tellement de risques en fait. Parce que je te dis, il emprunte de l'argent qui est pas à lui, et en fait, Je vous rembourse en utilise. action. Ouais, c'est ça en fait. C'est un système qui est un peu similaire à l'ETF, mais un peu plus leveraged, mais pas pour lui, pas spécialement pour lui. Mais ce qui est fort d'ailleurs, si tu regardes bien, il en parlait sur Twitter, c'est que le nombre de bitcoins par action MicroStrategy est en hausse. Donc c'est fort quoi. Ouais, non, Enfin, carrément. donc vraiment, je sais pas où Non, mais ça nous mènera, il a fait un bon coup. mais Hein, parce que MicroStrategy, c'est une des actions qui a le plus de croissance en 2023-2024, alors que c'était un truc que personne ne connaissait trop il y a 2 ans, quoi, ou 3 ans. Donc ouais, carrément, il a bien réussi son coup. je voulais peut-être revenir un petit peu sur Ledger, notamment sur le Flex et le Stacks que beaucoup d'entre vous connaissent. D'ailleurs, petit instant promotion, on m'a dit qu'en ce moment c'est Black Friday. Donc du 21 novembre au 5 décembre, vous avez des promotions sur les produits Ledger. Yes. De mémoire, vous avez $70 de voucher Bitcoin sur le Flex et vous avez des promotions de 25 à 40% sur les nanos. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. J'ai mis les liens en description si jamais ça vous intéresse. Quels sont un peu tes retours sur les produits, sur les ventes? Est-ce que tu vois, enfin, comment tu perçois un petit peu ces derniers mois où vous avez pu un petit peu, je pense, pu tester le marché et les réactions des clients? Ouais, je pense que
L'image de marque de Ledger, elle a globalement toujours été bonne, je dirais ça. Après, quand tu es dans des situations où on est un peu plus bear market, dès qu'on fait un peu de travers, on devient evil. Je pense à Recover, tu vois. Recover, ça arriverait maintenant, il se passerait rien du tout, tu vois. Tout le monde dirait, ah, trop bien Ledger, tu On onboard tout vois. le monde, let's go. Exactement, exactement. Donc t'as aussi un truc comme ça, mais en fait quand tu discutes avec nos utilisateurs, après bon ça dépend lesquels, mais enfin moi je discute beaucoup avec les power users en conférence, etc. L'image de marque que Ledger a, elle est incroyable quoi. J'étais à DevCon la semaine dernière et je me suis promené dans Bangkok avec mes shirts Ledger, je me suis arrêté par des crypto bros random dans la rue qui venaient me dire j'adore ce que vous faites, c'est trop bien et tout. Ça Ça fait fait vraiment plaisir, plaisir. hein, parce que vous Ouais, êtes ça fait passé plaisir par à des voir moments parce qui que n'étaient pas simples sur les derniers mois. Hein. c'est dur ce qu'on fait. Enfin, c'est dur ce qu'on fait. En plus, quand tu fais de la sécurité, bah, t'as pas trop le droit à l'erreur. Donc, enfin, c'est aussi beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail. T'as des équipes entières qui travaillent nuit et jour parfois quand il y a des problèmes pour rétablir le service. Donc, ouais, il y a un côté un peu dur. Donc, parfois, c'est bien de prendre un peu du recul et de voir que nos clients sont contents et qu'ils continuent à nous faire confiance, etc. Donc, et ça, on le ressent encore plus maintenant qu'on a sorti de nouveaux produits, que l'ambiance générale est meilleure, qu'on a amélioré les produits qu'on avait déjà. Donc là, on est vraiment sur une vague de tout est rose, De quoi. positif. Ouais. Ok. Et tu sais, j'avais fait ce tweet pour poser des questions à la communauté. Il y avait notamment Grégory Raymond de The Big Well qui posait notamment une question du Keyring Protocol. Yes. Alors, pour être tout à fait honnête, j'en ai pas entendu parler jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt? Ok, je te fais l'explication. Alors, aujourd'hui, quand tu interagis avec les blockchains, ce que tu vas faire, je vais faire un petit cours de cryptographie. Ce que tu vas Allez, faire, c'est, donc, en gros, tu as quatre propriétés en cryptographie. Tu as l'authentification, l'intégrité, la non-répudiation et la confidentialité. L'authentification, c'est-à-dire que tu vas prouver que tu es celui que tu prétends, tu vas prouver que tu détiens des bitcoins. En fait, quand tu fais une transaction bitcoin, tu t'authentifies. Tu prouves que tu tu signes. détiens bien les bitcoins. Donc, l'algorithme qui fait ça, c'est une signature. Ensuite, l'intégrité, c'est de s'assurer que la donnée que tu regardes, n'a pas été modifiée par personne. Là, les blockchains, pour ça, elles sont super. On peut rien modifier du passé parce qu'il y a le système de hachage qui fait que tout est intégré. La non-répudiation, ça veut dire que quand tu as dit un truc dans le passé, bah, tu peux pas dire que tu l'as pas dit. Donc typiquement, quand tu as signé un message dans le passé, C'est bah, immuable. du coup, il est immuable et tu pourras pas dire que tu l'as pas fait. Bah si, il est sur la blockchain, c'est timestampé. Et la dernière, c'est la confidentialité. Et ça, c'est l'idée de ne pas partager toutes tes données tout le temps, tu vois. Et ce dernier truc, les blockchains, elles sont vraiment pas très bonnes pour ça. Il y a que quelques projets qui le font, comme Zcash ou Monero. Mais quand tu regardes côté client, la confidentialité, bah, tu l'as quasiment jamais. Tu passes ton temps à donner tes données à différents services. Typiquement en Web 2, quand tu vas sur Facebook ou Google, etc., bah, d'ailleurs, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. En fait, ce que tu fais, c'est que tu passes ton temps à donner tes informations à des tiers. Charles, j'ai Et l'impression que tu vas me parler de ZK, là. Non? non, même pas. J'adore le Même ZK, pas? je peux te faire 2 heures de ZK si tu Ok. veux, mais j'adore ça, mais là, même pas. Là, c'est des algos de confidentialité, tout simplement comme le chiffrement, tu vois. Et donc, Mhm. nous, on a implémenté, c'est une brique technologique qui résout ce problème de confidentialité côté client. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les device ledger comme un trousseau de clés. Donc, c'est pour ça que Comme ça un s'appelle Dashlane. Keyring Protocol. Un peu comme un Dashlane. Dashlane, c'est surtout pour tes mots de passe. Ouais. Et typiquement, si on imagine un vrai Web 3, entre guillemets, sur le Web 2, tu vas t'authentifier avec ton login, ton mot de passe, et tu vas filer tes données gratos. Sur le Web 3, bah, tu as envie de te connecter en signant un message avec de la cryptographie asymétrique. Par exemple, tu signes un truc avec ta clé Ethereum, par exemple. Et tu vas avoir envie de garder tes données confidentielles et de choisir qu'est-ce que tu partages avec qui. Hmm. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec Keyring Protocol. Donc, on utilise Ton identité numérique, quoi. ton identité numérique, tes data en général. Donc, on utilise le device comme un trousseau de clés. Et donc, ces clés, il faut imaginer, je sais pas, des coffres forts. Dans chaque clé permet d'ouvrir un coffre-fort. Tu as la notion de clé master qui permet d'ouvrir plusieurs coffres forts. Et aussi la notion de pouvoir faire une rotation de clés, donc changer une serrure d'un coffre-fort. Donc tout ça, on peut le faire avec nos devices. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser ton device et sur ton device, tu vas autoriser
ou non de partager une clé à quelqu'un. Ça, c'est un trousseau de clés, tu donnes la clé à un. Typiquement, le genre d'application qu'on pourrait développer avec ça, c'est, imagine Google Photos. Quand tu utilises Google Photos, ce que tu fais, c'est que tu te logins avec ton mot de passe et ton login et ton mot de passe. Et ensuite, tu vas envoyer toutes tes photos à Google, et quand tu veux les partager, tu demandes à Google la permission de partager tes photos avec. Ça n'a aucun sens en fait, tu vois. Avec le Keyring Protocol, tu peux faire ça de manière complètement souveraine. C'est-à-dire que tu vas utiliser ton device comme un trousseau de clés. Chacune des clés va chiffrer tes photos indépendamment. Et tu vas envoyer toutes ces photos sur un serveur, n'importe lequel, à la limite on s'en fiche, t'es le seul à pouvoir déchiffrer les photos. Et ensuite, quand tu veux me partager une photo, ce que tu vas faire, c'est me partager une clé. Et me partager une clé, on peut le faire de différentes manières avec un QR code. Par exemple, quand tu utilises Signal sur ou WhatsApp sur ton téléphone et sur ton ordi, tu scannes un QR code, là tu partages une clé en fait. Donc la même idée, tu vois, mais sauf que les clés sont gérées par ton device Ledger. Et donc, avec ce protocole, tu peux faire un Google Photo without Google avec une confidentialité où tu es le seul à accéder à cette donnée et à pouvoir décider qui y accède, qui peut y accéder, qui peut pas y accéder. Donc ça c'est vraiment le principe. Donc build on top of this, c'est complètement ouvert et c'est un standard. Et le dernier truc c'est que qu'on peut dire là-dessus, c'est que la première utilisation qu'on en fait, c'est Ledger Sync. Sur Ledger Live, puisque tu utilises, peut-être tu l'as vu apparaître récemment. Donc aujourd'hui, quand tu as Ledger Live sur ton téléphone et Ledger Live sur ton ordi, les deux trucs communiquent pas. Et si tu changes le nom si tu rajoutes un nouveau compte Bitcoin ou tu changes le nom de ton compte Bitcoin sur ton téléphone, ça change pas sur ton ordi. Et ça, si on voudrait l'implémenter, parce que ça c'est un truc qui existe dans tous les services Web 2, si tu veux l'implémenter, habituellement ce que tu vas faire, c'est faire un login mot de passe. Et tu vas prendre toutes tes datas de Ledger Live, les envoyer à Ledger, et quand tu vas sur ton autre device, sur ton téléphone, tu vas faire login password et tu vas récupérer toute cette data. Le problème de faire ça, c'est que tu donnes toutes tes datas à Ledger. Et peut-être tu veux pas trop, et nous on veut pas non plus. Donc tout va bien. Donc c'est pour ça qu'on a développé Keyring Protocol. Et la feature qu'on utilise, donc qu'on a implémenté avec Keyring Protocol, c'est Ledger Sync. Et l'idée, c'est de prendre toute ta data, de la chiffrer avec les clés qui viennent de ton device et le Keyring Protocol, de mettre ça sur un serveur. On s'en fiche, de toute façon tout est chiffré et la seule personne qui peut les déchiffrer, c'est celle qui a le device. Et ensuite, quand tu passes de ton téléphone, tu vas scanner un QR code et tu vas partager les clés entre tes deux instances de Ledger Live. Et c'est bon, les deux instances peuvent discuter maintenant et personne peut accéder à cette data, pas même Ledger. Okay. Voilà, je l'ai fait un petit peu version. Non, trop bien. Mais c'est ça qu'on a implémenté. Et je trouve que moi, je trouve la privacy, c'est un sujet qui est super important. Et parfois, je suis un peu déçu que j'ai l'impression que c'est important pour tout le monde. Mais dès que c'est un petit peu painful, dès qu'il faut payer 1 euro pour avoir de la privacy, finalement on s'en fiche. Bref. C'est dans la théorie, tout le monde est exactement, tout le monde est pour. Maximaliste. Mais en pratique, et dans la pratique, c'est différent. Exactement. Okay. Bon, nous, on essaie quand même de faire les choses bien et de respecter la privacy de nos utilisateurs. Et typiquement, on a implémenté ce truc-là qui est quand même vachement plus compliqué à implémenter, à maintenir que la version Web 2, mais qui respecte la privacy. Du coup, Keyring Protocol open source et Ledger l'utilise comme n'importe qui pourrait l'utiliser, c'est ça que tu veux dire? C'est un standard open, tout le monde peut l'utiliser. Nous, on l'a implémenté, on a fait un white paper. Bref, tout est public et open source. Et toi, tu t'attends à ce que les gens build quoi par-dessus? Genre, c'est quoi les trucs qui te viennent en tête ou que toi tu ferais si t'avais du temps libre, par exemple? Genre Google Photos sans Google, ça j'aime bien. Tu peux aussi faire... iCloud, quoi. Ouais, iCloud sans i, quoi. Ouais. Tu vois, genre chiffré avec tes clés sans que ni Apple bien ni sûr. Google. Mais tu pourras avoir une sorte de surcouche que tu pourrais avoir sur tes appareils. Bon, après, je suppose que Apple, Android ne feront jamais ça, tu vois. Non, non, parce qu'ils veulent accéder à ils ont pas d'intérêt. Ils veulent te vendre de la publicité. Ils font des dolls avec ça, donc donc ça c'est un bon exemple, je trouve, qui me serait utile. Ensuite, je pense à de la messagerie, genre Telegram, l'ensemble de toutes les conversations de tous les gens sur Telegram est sur un serveur Telegram ou sur plusieurs serveurs Telegram. Donc ça veut dire que Telegram y a accès et ça veut dire aussi que tous les gens qui hackent Telegram, tous les États-nations qui hackent Telegram ont accès à tous ces messages. Ils sont nombreux? Je sais pas, j'ai pas l'alpha, mais T'en as pensé quoi de ce qui s'est passé avec la France et Pavel Durov d'ailleurs? Moi, j'ai pas été très surpris puisque dans mon passé de travail dans la sécurité, j'ai travaillé à proximité, disons, des services
de sécurité de l'État français, l'ANSSI et autres. Et Telegram, ça a toujours été un peu le truc qu'il faut pas utiliser, probablement backdooré, probablement surveillé par d'autres États. Donc Signal, ou quelque chose qui serait build au-dessus du Kering Protocol. Voilà, Signal c'est bien, et tu peux aussi très bien builder un Signal avec Kering Protocol, ou tu peux utiliser Kering Protocol pour faire ton backup de Signal. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais dans le procès de SBF, il montrait qu'il utilisait Signal, surtout pour les choses les plus critiques de mémoire. J'ai cru comprendre que certaines personnes à la Maison Blanche aussi l'utilisaient, enfin j'ai entendu des choses comme ça. Donc du point de vue cryptographie, plus pas accès, enfin il n'y a pas de serveur Signal que tu peux péter qui permet de péter ma conversation Signal. Si tu veux péter ma conversation Signal, il faut que tu pètes soit mon téléphone, ou soit la personne avec qui je parle. Ce qui est pas impossible, hein, mais ce qui est quand même plus difficile que de surveiller tout le monde d'un coup en pétant un seul serveur. Ok, intéressant. Je voulais parler un petit peu concurrent. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Tangem, Engrave, Trésor, est-ce que ça a bougé depuis notre dernière interview? J'ai vu que il y avait beaucoup de questions, tu vois, notamment sur Twitter en ce qui concerne Tangem, la bague qu'ils ont sorti aussi, ce genre de choses, tu vois. Je suppose qu'évidemment, c'est compliqué de parler de ces concurrents de manière totalement objective, mais je pense que tu es quelqu'un d'assez transparent et assez éthique pour que justement je te pose cette question. Donc, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment bien? Est-ce que des trucs moins bien? Comment tu vois ces trucs-là? Parce que tu vois, les gens se posent toujours la question de Ledger ou Tangem ou Engrave ou Trésor, enfin... Voilà. Bon, le marché a décidé, c'est Ledger, mais bon. je peux parler de ces trois-là. Trésor, ils sont historiques, et même ils étaient là avant Ledger, quelques mois avant. Le premier hardware wallet, c'était Trésor, et ils ont une éthique autour de Bitcoin, etc. Et enfin, leur projet est plutôt intéressant. Après, leur modèle de sécurité est OK, on en a déjà parlé, il y a un écran, etc. Par contre, si tu voles un trésor, c'est quand même beaucoup plus facile de l'extraire qu'un ledger. Un ledger, on sait pas le faire. Et après, pour monsieur tout le monde, ça change pas grand-chose, je suppose. Ça dépend ce que tu appelles. Ouais, ça dépend de ton threat model. Genre, si je sais pas combien t'as sur ton device, mais si jamais si jamais tu mets ça dans un trésor, et que je te le pique, je peux le donner au donjon, par exemple, et ils vont extraire le contenu en 3 minutes ou 5 minutes, disons. Ouais, 3 minutes, je crois. Parce que vous êtes entraîné spécifiquement sur ça faire, d'accord. Mais juste ce que je veux dire, c'est bon, si t'as, c'est possible. Si t'as 500 balles dessus, probablement personne va passer une journée à essayer de le casser pour l'extraire. Si t'as, je sais pas, 100 000, 1 million ou plus. En fait, tu peux payer des gens pour faire ça. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ça vaut le coup. Tu payes un mec pour le faire, il le fait, et puis voilà, tu extrais les. On paye le donjon. Tu extrais les 10 millions qu'il y a dedans, et voilà. Donc, bref, tout dépend du threat model, quoi. Bon, bref, ça, c'est pour Trésor. Après, ceci dit, ils ont bien amélioré leur modèle de sécurité récemment, en rajoutant des puces plus sécurisées dans leur device, donc ça va plutôt dans le bon sens. De toute façon, tu les passes au crible. Hein. On se doute. Ouais, de toute façon, moi, pas moi, mais plus moi. Ta team. Le donjon. Ensuite, tu m'as parlé de Engrave. Engrave, je t'avoue, je les avais vus passer il y a très longtemps quand ils commençaient leur projet. Mais ils se veulent très premium. Ils se veulent très premium. Souvent, c'est un truc plus pour soit des professionnels, soit des particuliers qui ont pas mal d'argent. Et ils ont des appareils qui sont assez spéciaux, tu vois. C'est de mémoire, hein, je dis peut-être des bêtises, mais de mémoire, ça ressemble plus à une sorte de tablette, tu vois, que. Ouais, c'est ce qui me semblait, que c'était basé plus sur une tablette ou un téléphone, disons, enfin ce genre d'architecture matérielle, et avec plus ou moins un secure element dedans. Bon, je t'avoue, je connais pas trop, et je m'étais intéressé à eux quand ils sortaient, tu vois, mais ça c'était c'était longtemps, quoi. Et j'en ai plus trop entendu parler récemment, donc je sais pas où ils en sont, donc je veux pas te dire une connerie. Encore une fois, je crois qu'on avait parlé d'un fois, être capable d'avoir une UX qui ressemble à un téléphone avec un niveau de sécurité à la Ledger, c'est un peu le wet dream pour tout le monde, tu vois. C'est super dur à faire, et bon, pour l'instant, personne l'a fait, quoi. Donc c'est ça que j'irai sur Engrave, je connais pas plus, donc je peux pas. Tangem, j'ai un truc que j'entendais pas du tout parler il y a récemment vachement plus. Du coup, j'ai regardé un peu à quoi ça ressemble. Donc ouais, t'as la bague, ça je trouve le form factor est plutôt rigolo, et c'est bien d'innover, tu vois. Et sinon, pour les normies, tu vois, je pense que, enfin, pour les gens qui débutent, etc., c'est un truc qui est un peu esthétique, c'est un peu un gadget, tu vois. Ouais. Après, est-ce que t'as envie de te promener au doigt, et c'est pas très cher, avec tes 10 millions, toi qui as 10 millions en Bitcoin, est-ce que tu as envie de te promener avec tes 10 millions au doigt? C'est chaud aussi, tu vois. 10 millions, tu me fudes, là.
Ouais, enfin, je vois difficilement mettre beaucoup de fonds sur une bague comme ça. Ils ont aussi un système de cartes. Voilà. Et sinon, il y a aussi un système de cartes. Bon, et du coup, j'ai regardé un petit peu pour faire un avis. Pour moi, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas d'écran. S'il n'y a pas d'écran, ça veut dire que Tu peux pas faire confiance. à chaque fois que tu signes une Malware. transaction, peut-être que tu es en train de m'envoyer les 0,1 Bitcoin que tu me dois, ou soit que tu es peut-être en train de vider ton wallet vers l'adresse de l'attaquant, t'en sais rien. En fait, c'est comme si on devait faire confiance uniquement à Ledger Live, techniquement. Exactement. Ouais, un peu plus que ça, parce que c'est un peu, ouais, si tu veux. J'essaie de résumer avec mes mots, c'est un peu mieux que d'avoir ta seed dans MetaMask. Parce que si tu as ta seed dans MetaMask, n'importe quel malware qui est sur ton ordi et sur la seed, à n'importe quel moment. Là, t'es vraiment très à risque au moment où tu signes une transaction. Mais le reste du temps, c'est tranquille. Le reste du temps, c'est mieux que ta seed soit dans ta carte que sur ton ordi. Voilà, ça on peut le dire. Mais par contre, dès que tu signes une TX, potentiellement tu peux perdre tous tes fonds. Et aussi quand tu reçois. Genre ça c'est un truc qui est limite pire, tu vois. Quand tu reçois des fonds avec un ledger, il faut bien vérifier l'adresse de réception sur ton ledger. Ça, je vais le répéter encore une fois s'il faut, tu vois. C'est pas ce qui est écrit sur Ledger Live qui compte. Normalement c'est la même chose, mais en tout cas ce qu'il faut vérifier c'est ce qu'il y a sur ton ledger device. C'est ça. Et sur une carte, tu peux pas faire ça. Sur la carte, il n'y a pas d'écran, donc tu vas regarder l'adresse qui est affichée sur l'app de Tangem, mais du coup, si l'app de Tangem elle est cassée, du coup, tu vas recevoir tes fonds sur une mauvaise adresse. Ce qui est dangereux un peu aussi sur Ledger, mais c'est dangereux en crypto global, c'est que en réalité, on va regarder les premiers caractères et les derniers. Tu regardes rarement tous les caractères, et du coup, je pense que c'est là où il y a peut-être des gens qui peuvent essayer de forcer, la création d'adresse pour arriver à une adresse qui ressemble à la tienne. Il y a des attaques comme ça. Attends, ça va un nom ces trucs-là? Adresse poisoning? Non. Adresse poisoning, exactement. Adresse poisoning. L'idée, c'est donc je monitore ton adresse Ethereum, une adresse Ethereum où il y a plein de fonds, et je regarde des transactions que tu as fait récemment plusieurs fois vers la même adresse, et cette adresse elle commence par 1, 2, 3, elle finit par 7, 8, 9, disons. Et en tant qu'attaquant, ce que je vais faire, c'est générer plein d'adresses au hasard jusqu'à ce qu'il y ait une adresse qui commence par 1, 2, 3 et qui finit par 7, 8, 9, qui est la même tête. Et là, je vais t'envoyer des poussières d'Ether, disons, n'importe quoi, à ton adresse Ethereum. Et en espérant que la prochaine fois que tu veux envoyer des fonds vers ton adresse 1, 2, 3, 7, 8, 9, tu copies la mauvaise. Exactement. Ouais. Ou même, tu vois, même marche. les exchanges, même les exchanges, des fois, ils regardent là où tu as déjà déposé ou retiré, ou même, tu vois, tu as des wallets où ils disent, la dernière fois que tu as reçu de cette adresse ou tu as envoyé depuis cette adresse, et ça peut être considéré comme une adresse de confiance. Donc, en mode un peu raccourci, favori. Bon, en tout cas, effectivement, il faut essayer de vérifier la plupart des caractères, voir tous les caractères, ça c'est la première chose. Et surtout, il faut les vérifier depuis ton hardware wallet parce que tu peux pas faire confiance à ton ordi. Et donc, le problème de Tangem, c'est ça. C'est que à plein de moments, tu dois faire confiance à ton ordi ou à ton app Android iOS. Et ça, c'est un véritable problème. Et un autre truc que j'ai vu chez Tangem qui m'a un peu embêté, c'est que leur carte, elle est pas upgradable. Et ils essaient de vendre ça comme une feature. Dans quel sens tu veux dire? Genre ton device Ledger, on peut upgrader le firmware de temps en temps. Il y a des mises à jour pour améliorer la sécurité, rajouter des nouvelles fonctionnalités, rajouter des nouveaux coins, etc. Tu vois. Rendre possible Ledger Recover aussi, ça fait partie des trucs pour lesquels il y a un firmware upgrade. Mais typiquement sur Tangem, ils peuvent pas upgrader la carte. Et le truc qui est encore plus embêtant, c'est qu'ils vendent ça comme une feature de sécurité. Ils disent, on peut pas l'upgrader, ça fait un vecteur d'attaque en moins. Et ça, franchement, quand je lis ça, moi, ça me hérisse un peu en tant que security guy. Tu vois, j'ai passé ma vie entière à faire de la sécu. La base de la base, tu vois, c'est d'avoir un système qui soit flexible et upgradable parce que des vulnes, t'en as tout le temps. En fait, c'est impossible. En fait, dès que tu dis ton système n'est pas upgradable, il est sécure, il n'y a pas besoin de le toucher, en fait, pour moi, tu es disqualifié d'un point de vue sécurité. Genre, si tu veux faire de la vraie sécurité, il faut avoir un système qui est upgradable et faire en sorte de toujours augmenter la barre pour la sécurité. Tu peux pas avoir ce problème, je suppose que tu as une réponse très simple à ça, mais tu vois, par exemple, si j'ai un malware qui, change un peu les fichiers dans mon ordinateur et notamment les fichiers Ledger, et imaginons, à un moment, ça me fait télécharger une upgrade qui est différente, tu vois, comment vous protégez ça exactement?
Yes, bah ça c'est effectivement c'est une bonne question. Et c'est important que quand tu upgrades de manière sécurisée. Et nous la façon dont on fait ça, en fait, on utilise donc dans ton device ledger, t'as un secure element. À l'intérieur de ce secure element, c'est ce qu'on appelle une attestation ou un certificat, disons, Ok. comme un certificat HTTPS quoi. Et sur Ledger Live, quand tu vas dans Mon Manager, ce qui se passe, c'est que Ledger Live va connecter le Secure Element à un HSM Ledger. Donc HSM, j'en ai parlé tout à l'heure, là, c'est Ouais. Hardware Security Module, une espèce de gros serveur sécurisé dans lequel il y a des secrets, etc. Et on va monter ce qu'on appelle un Secure Channel, c'est-à-dire que le Secure Element a une preuve cryptographique qu'il est bien en train de parler avec un HSM Ledger, et le HSM Ledger a une preuve cryptographique qu'il est bien en train de parler avec un device ledger. Et une fois que les deux sont convaincus, ils vont faire un échange de clés. Et c'est ça qu'on appelle le secure channel. Donc on a un canal sécurisé entre les deux. Et le firmware, on va l'envoyer par ce canal sécurisé. Du coup, quand il arrive dans le device, c'est 100% sûr d'un point de vue cryptographique que ce qui rentre dans le device, ça vient du HSM et que on a bien l'authentification et l'intégrité. Le firmware, il est juste. Donc, tu vois, c'est possible de le faire. C'est pas simple, tu vois, il faut mettre en place tout ce que je viens de dire, mais c'est possible de le faire et ça permet de toujours améliorer la sécurité et dès que tu as des vulnérabilités, et il y a tout le temps des vulnérabilités, et ben, ça te permet de les corriger. Et du coup, moi, ce qui m'embête, ce qui me hérisse quand je lis le truc de Tangem, on n'est pas upgradable parce que ça serait un problème de sécurité. Moi, tu vois, ça me hérisse puisque c'est vraiment un argument tout pourri, tu vois. Le vrai truc, c'est que c'est compliqué de faire un système upgradable sécurisé, du coup, ils l'ont pas fait, et puis voilà, tu vois, c'est ça qui s'est passé. Ils sont un peu plus feignants, peut-être. Ouais, voilà, donc, bon, bref. Bon, après, enfin, encore une fois, je cherche pas à dénigrer. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, ce que tu fais, c'est que tu mets en lumière les forces et faiblesses des produits que tu as pu percevoir. Et je suppose qu'il y a aussi des Exactement. forces que tu as Après, moins bah, perçues. les forces, ça va être, je crois que c'est super pas cher, Tangem, tu vois. C'est Bah, pas ça, cher et c'est c'est un UX, enfin avantage, tu vois. l'UX est bonne, la même est Et bonne. l'UX est bonne, etc. Donc, tu vois, il y a des Il y a avantages, des tu vrais vois. plus, ouais. Mais moi, j'ai l'impression quand même, quand tu achètes un hardware wallet, la principale raison, c'est la question de sécurité. Du coup, si tu as à moitié de la sécurité, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, c'est ça, Je ça serait ça mon comprends. avis. Je comprends. Je t'ai déjà pris beaucoup de temps, donc je te propose de speedrun cette fin d'interview. Yes. Du coup, t'étais à la DEFCON, t'étais à Bangkok, toujours bullish Ether. Moi, je suis bullish Ethereum. Ethereum, pas Ether. ouais, voilà, je suis T'es bullish bullish Ethereum. EVM. Je suis bullish EVM. T'es bullish Cosmos SDK, mais pas Cosmos Hub. Enfin, pas Atom, quoi. Parce qu'en Ouais, soi, c'est la même chose maintenant, quasiment. Enfin, en fait, j'abuse, mais il les est en train, L2, enfin, ça y ressemble un peu il est en train dans de se certains passer un aspects. peu la même chose qui s'est passé sur l'écosystème Cosmos. Et j'espère que c'est pas le cas, mais j'ai un peu l'impression de ça. C'est que dans le cycle dernier, on avait ce problème de scalabilité dans lequel on pouvait pas faire beaucoup de transactions sur Ethereum, et c'était un véritable problème. Pour corriger ce problème, on a dit on va faire un système avec des L2. Donc les L2, c'est des mondes à part entière qui vont euh, qui vont être vachement plus centralisés, mais qui vont se servir de la décentralisation du L1 pour s'ancrer. C'est-à-dire que tu bénéficies du fait que le L1 est résistant à la censure, mais tu as la vitesse quasiment que tu veux sur ton L2. Donc ça, c'est un peu le modèle. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plein de L2 qui se sont construits. Je crois il y en a plus d'une centaine, je crois, en production sur le L1. Et T'en as 5 qui fonctionnent fort. ouais, c'est vrai qu'ils sont pas tous au même niveau, mais en tout cas, je crois qu'il y a une centaine qui se sont construits. Et sauf que ces L2, en fait, ils n'ont pas vraiment d'utilité à avoir de l'Ether sur le L2, sur leur L2. Leurs intérêts ne sont pas alignés. Ils ont, Avec en le fait, séquenceur aussi, il y en a beaucoup qui ont tardé à décentraliser parce qu'ils veulent garder les revenus. Enfin, ouais, bon, ça, il y a aussi toute la question de la centralisation de ces L2 et qui, pour moi, est un problème quand même. Être capable aussi de faire des exits natifs sans avoir comment dire, à demander la permission L2. Ça aussi ce un que truc qui DYDX existe. a fait avec la Ouais, V3, il en a parlé d'ailleurs Vitalik dans son pitch, il expliquait que bah en fait les gens pouvaient passer leur fonds du L2 au L1 sans même que bah en fait DYDX soit là pour faire tourner quoi que ce soit, etc. je dis pas que c'est pas possible et que personne le fait. Je dis que C'est la rare. plupart des mecs le font pas et des L2 le font pas et que les L2 sont quand même très centralisés et que ça reste un peu un problème. Et le deuxième problème que je voulais mettre en avant, c'est la différence entre les incitants, les incentives que tu as sur les L2 et les L1.
et le L1 qui est Ethereum. Et ça, c'est totalement désaligné. Les L2, ils ont tout intérêt à sortir leur token. On sait ce que ça donne de faire son token. Tu imprimes de l'argent et du coup, ça te finance pour faire des projets. Donc, cette dynamique On existe. dirait un gouvernement. Un peu. Et en plus, c'est très centralisé, tu vois. Et du coup, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à utiliser l'Ether comme leur gaz pour leurs transactions. Et d'ailleurs, ils le font pas, tu vois. Donc, en fait, la seule utilité, donc dans un monde, Ils sont obligés de le faire, sinon c'est pas des vrais L2 quoi. Enfin, il y a le système de roll-up, de base roll-up, enfin il y a des différences aussi notables. Mais je crois maintenant, enfin quand t'es sur Base, tu utilises l'Ether, quand t'es sur Arbitrum, tu utilises de l'Ether, t'es sur l'idée, Stacknet, c'est tu utilises de l'Ether. de payer tes fees pas en Ether. Ouais. À la fin. Et si tu mets fast forward, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que là aujourd'hui, tu as encore les EOA, donc les comptes qui sont directement sur Ethereum. Tu as aussi les smart accounts qui sont sur Ethereum. Tu as aussi les applications qui sont sur Ethereum, genre AAV, Uniswap, OpenSea, qui sont sur Ethereum. Et tu as aussi les L2 qui sont sur Ethereum. Et ces 4 entités, qui ont quand même pas vraiment les mêmes tailles de bague, ils font des enchères ensemble pour accéder à la block page, pour accéder à la blockchain. L'espace de stockage, quoi. À l'espace de stockage et de vérification de ce que tu fais. Et ça, c'est pas durable. Tu peux pas avoir des individuels qui font des enchères avec des entreprises ou avec des mondes entiers, des L2, pour avoir de la place sur la blockchain. Donc, à terme, ce que tu vas avoir, c'est juste les L2 qui vont settle sur la blockchain. Et ce qui se passe, c'est que du coup, comment tu vas faire pour faire payer la location de l'espace de bloc au L2 à Ethereum, tu vois. Comment tu vas faire en sorte que les L2 payent Ethereum et que Ethereum continue à être viable sur le long terme? Il n'y a pas vraiment de mécanisme. Et ça, c'est un problème. Et le deuxième problème que ça pose, c'est que quand tu es en mode proof of stake, en fait, il faut que tu aies un alignement entre la valeur que tu sécurises et combien tu as at stake. Genre, quand tu mets de l'argent en enjeu, je sais pas, tu mets 100 balles en enjeu, il faut que ce soit pour protéger un truc qui soit similaire à 100 balles. Si demain Ether, si le prix de l'Ether baisse et que, ou même s'il reste stable, en tout cas, si tu as un désalignement entre la quantité, la market cap de Ethereum, l'ensemble des market cap de tous les L2, en fait, tu as un problème de sécurité. En fait. Tu as un avantage assez facile à casser le proof of stake de Ether pour casser la sécurité de tous les L2. Donc il y a ce truc-là qui est problématique et il n'y a pas de solution technique pour le résoudre. Tu vois. Et d'ailleurs, en fait, ce problème, il existe déjà plus ou moins sur le L1. Aujourd'hui, tu as 130 milliards de USDT, je crois qu'il y en a 50 milliards à peu près sur Ethereum, parce qu'il y en a majoritairement sur Tron, surprise, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc tu as 50 milliards d'USDT sur Ethereum. Si demain, tu n'en as pas 50, mais 1000, ça veut dire que tu sécurises avec 300 milliards d'Ethereum, 1000 milliards de dollars, tu vois. Ça veut dire que l'attaque est assez facile à faire, tu vois. Tu take over le consensus et tu récupères tous les USDT et voilà. Donc en fait, tu as un problème de sécurité. Et tu n'as pas de mécanisme pour aligner la valeur que tu sécurises avec ce que tu as at stake. Et ça, c'est déjà un problème sur Ethereum avec USDT, comme je viens de dire. Et c'est encore plus un problème dans un système. Si l'écosystème grossit, en fait, ce que tu veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est moins problème théoriquement, mais que ça peut le devenir de plus en plus si Ether s'apprécie pas et que l'économie et l'activité dessus croît, quoi. Si, exactement. Si Ether ne continue pas à s'apprécier et que toute l'écononie va sur les L2 et qu'elle croît, et a priori c'est ça qu'on cherche à faire parce que c'est ça qui scale, et ça pose un problème d'alignement d'incitants et de sécurité à terme. Voilà, c'est ça le résumé. Et est-ce que ta vision, par exemple, sur un Solana a changé? Est-ce que toi-même, tu disais que tu avais surtout du BTC, je suppose que tu as peut-être de l'Ethereum, du Solana, comment? Tu vois, de quel œil tu vois ça? Est-ce que tu vois Ethereum a ses problèmes, mais ça reste quand même genre le meilleur choix? Ou est-ce que ça le devient de moins en moins? Qu'est-ce que tu vois, toi? Alors, bon, déjà, moi, je pense qu'il faut bien distinguer Bitcoin et tout le reste. Bitcoin, c'est Bitcoin et la crypto, quoi. Exactement. Bitcoin, c'est une store of value, c'est de l'argent, c'est de la valeur, c'est de l'or, tu vois, c'est ça, Bitcoin. De toute façon, on le voit sur le marché, hein. Ouais, même en termes de dominance, même exactement. en, enfin.
Ethereum et Solana, ils veulent faire un truc qui est très différent, c'est faire un ordinateur décentralisé, un truc qui calcule, tu vois. C'est ça qu'on veut faire. C'est pas de l'argent, enfin, l'argent c'est un des use cases possibles, mais ce qu'on veut faire, c'est faire Des actions monétaires. faire du calcul que tout le monde peut utiliser. Tu as une infrastructure de calcul et tu vas pouvoir utiliser ce calcul en payant avec avec du gaz, avec de l'Ether ou du Solana. Tu payes pour exécuter des programmes que tout le monde trust, etc. Et si on arrive à remplacer des banques avec ça, ben, t'es en train de dire que tu remplaces tout un tas d'employés de banque et de serveurs, etc., par juste l'infrastructure Ethereum et Solana. Et du coup, ça rend les choses vachement plus efficaces, tu vois. Donc là, on reste sur la finance, mais en ce cas, t'es pas en train de remplacer l'or, l'argent, quoi, t'es en train d'utiliser l'infrastructure de la banque sur la blockchain, tu vois. Donc c'est un truc qui est quand même très très différent, quoi. Et ensuite, si tu compares les Solana à Ether sur ce use case, donc exécuter des programmes sur une blockchain, sur une infrastructure, donc les deux essayer de résoudre le problème de scalabilité, parce qu'on veut exécuter plein de programmes avec plein de personnes en même temps et que ça coûte pas trop cher et que ce soit résistant à la censure. L'approche de Solana et d'Ethereum sont différents, parce que Ethereum était là au tout début et c'était et Solana a été construit en ayant en tête les problèmes que Ethereum avait. Et donc l'idée de Solana, c'est de faire, on met tout sur un L1 et on va tout exécuter sur un seul ordinateur, en fait, une seule infrastructure. Pendant que Ethereum dit, ben non, on va transformer notre L1 pour être plus trop un ordinateur, mais plus trop, un ordinateur, mais plus un data center avec de l'électricité. Et tu mets plein d'ordinateurs. Mais c'est ce que disait Vitalik, il faisait la comparaison avec CPU et GPU un peu. Ouais, ça c'est des coprocesseurs. Ouais. Et bref, en tout cas, ils essaient de monter un truc qui est plus architectural, disons. Mais en tout cas, dans les deux cas, on essaie de résoudre le même problème, c'est exécuter plein de programmes de manière décentralisée sur une infrastructure. Et du coup, les deux approches sont plutôt intéressantes. Après, le problème à Ether, c'est la legacy. Si tu avais construit l'ordinateur Ethereum, tu dois le construire maintenant et que tu n'as pas tout le passé, franchement, tu construis pas ça. Tu vois. Tu construis quoi, du coup? Je suis pas sûr que tu construis Solana. Moi, je construirais pas Solana, parce que je pense que tu peux pas être. Aujourd'hui, ça scale bien parce que ils ont mis des gros ordinateurs et que. Après, ils disent que le hardware va baisser en coût. C'est ça et le que truc, du coup, c'est tu fais ta. Moi, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de calculer vachement plus de choses plus vite que ce que ton hardware il va augmenter vite. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est genre dans 10 ans, Solana pourrait être totalement décentralisé par rapport aux performances actuelles, mais ça pourrait jamais être le cas aujourd'hui ou dans un an. C'est ça que tu veux dire un peu. Solana peut être dépassé par le nombre d'opérations qu'on fait dessus, tu vois, et être pas capable de gérer ce niveau de scale. Et le deuxième problème que tu as sur Solana, c'est que tous les développeurs ils sont sur Ethereum. Ça, je saurais pas exactement sur expliquer. Le VM, ouais, sur le VM, ouais. Pas vraiment sur Mainnet, mais sur le VM. Je saurais pas vraiment expliquer, j'imagine qu'il y a des incitants économiques. C'est peut-être probablement plus facile de lever des fonds. Plus de financement, ouais. Quand tu fais un projet sur le VM que sur Solana, probablement il doit y avoir de ça. Des meilleures valorisations aussi, ouais, pour ces projets-là au final. Parce que c'est ça, plus de financement parce que mieux valorisé aussi, quoi. Exactement. Ça doit faire partie des raisons. Après, peut-être que l'écosystème est plus excitant. Et globalement, quand tu es dev, tu préfères faire du Rust que faire du Solidity. Donc, T'as pas l'air content d'Ethereum ni de Solana au final. Quand t'es un tech, t'es critique de tout. Bien sûr. Normal, tu vois. Mais pour toi, qui a le plus de chances de réussir par rapport au use case qu'on disait de l'ordinateur décentralisé, quoi? Moi, je pense que aucun des deux. Je pense que, en fait, moi, je crois que résoudre ce problème-là, c'est un vrai truc. Il faut être capable de faire un ordinateur, une infrastructure décentralisée de calcul qu'on peut truster et qui va faire tout un tas de choses, notamment des applications financières. Néanmoins, l'un comme l'autre ont plein de limitations aujourd'hui. Et en fait, disrupter ça, c'est assez facile. Si t'arrives, disrupter Bitcoin, c'est impossible. Genre, si tu veux disrupter Bitcoin, il faut que tu reconstruises la confiance. Et ça, c'est un truc qui prend vraiment très longtemps. Je dis pas que c'est pas vraiment impossible, mais. Non, mais l'histoire est là, quoi. Genre, enfin, c'est. Tu te bats contre 15 ans de confiance et dans la tête des humains. Mais c'est surtout par quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Même dans la distribution du supply, toutes ces choses-là. Enfin, aujourd'hui, tu lances un truc, forcément, les gens, ils cherchent à te financer, à prendre une part du gâteau, tu vois. Sur Bitcoin, t'as la sensation qu'il y avait pas du tout cette mentalité au début, quoi.
exactement. À l'inverse, disrupter une infrastructure de calcul décentralisée et trustée, ça c'est un problème technique en fait. Si tu arrives à trouver un design qui marche mieux à te le faire financer, bah tu disruptes Solana et Ethereum. Et tu penses que c'est vraiment possible dans le sens où, bah, en fait, ces chaînes ont genre tellement de gens qui travaillent dessus, tellement de financement, tellement de tout que, genre, si on pouvait vraiment les disrupter, on l'aurait déjà fait? Bah, il y en a plein Ou qui ont est-ce essayé. que, enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais, il y en a plein qui ont essayé, mais après, ils ont pas réussi. t'as suivi Aptos aussi qui tente des Ouais, par choses? exemple, tu vois, t'as des contenders. Ouais. Ils ont pas réussi pour plusieurs raisons. Bah, potentiellement, parce qu'ils avaient pas suffisamment de financement. Potentiellement, parce que techniquement, ils avaient pas les bonnes solutions à ça. Ouais. Mais par contre, je pense qu'il y a un truc qui va rester, c'est par contre l'environnement de développement. En fait, je suis vachement plus bullish EVM, tu vois. Ce que Ethereum a fait avec EVM, qui est un peu un standard de compatibilité et d'écosystème de développeurs. Ce truc-là, je pense que ça va rester. Est-ce que le mainnet d'Ethereum va rester? Ça, je sais pas. Là, je parle long terme. Je suis pas en train de dire de shorter Ether. J'ai des Ethers moi-même. Voilà. Mais je pense long terme, tu vois, il y a un risque de ça. De faire en sorte que le mainnet devienne obsolète d'un point de vue technique. Mais par contre, que le VM reste. Un peu de la même manière que, moi, je me souviens quand j'étais gamin, désolé, je suis vieux. Il y avait JavaScript qui sortait et on se moquait tous de JavaScript, que c'était de la merde ce langage, etc. Tu vois, et que ça allait disparaître, tu vois. Et au final, plus c'est avancé dans le temps, en Ceux fait, qui ont gagné, ça quoi. a été Enfin, adopté bien sûr. et du coup, ça a été le truc. J'ai retour de JavaScript aujourd'hui et c'est même pire que ça. Maintenant, regarde, on est en train de faire de la vidéo sur nos ordinateurs et nos téléphones en exécutant de JavaScript. C'est dire, tu vois. C'est dire ça. qu'on n'a jamais tort. J'étais en train de regarder les frameworks utilisés. Bah, il y a du Node.js qui tourne derrière, il y a d'autres trucs. Donc, enfin, dans tous les cas, il y a tellement de choses d'un point de vue serveur content. Ok, bon, je laisserai les gens méditer. Et maintenant, speedrun des questions de la communauté. Yes. Réponse est plus courte, sinon je vais Ok. prendre trop de temps. Je suis vraiment désolé, mais les questions de la communauté, je vais me faire taper dessus si je les pose pas. Pourquoi y a-t-il des problèmes de batterie et de rechargement? J'ai vraiment reçu beaucoup de messages à ce sujet-là, donc réponse rapide sur ça. Ouais, bah dès que tu fais du hardware avec des batteries, tu peux avoir ce genre de problème. On a un peu des problèmes de ce genre-là. S'ils sont vraiment pénibles, il faut contacter le customer support. Parce que moi-même, j'ai un peu ce souci-là, tu vois. Enfin, j'ai des alertes, je crois, sur Manager. Donc, Après, quand ton device est vide, il faut le recharger. Ça, c'est normal. Ouais, bien sûr. Ouais. Parfois. Après, par contre, parfois, il y a des devices qui ont des batteries défaillantes. Le pourcentage est vraiment faible, mais vu qu'on a vendu plein, au final, ça fait plein de personnes. Okay. Désolé. Mais du coup, ça, quand tu dois leur envoyer le customer support, tu dois reset le ledger ou genre comment? Bah, le customer support va t'expliquer quoi faire selon ton cas. Tant que t'as tes 24 mots, de toute façon, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des remarques sur les swaps dans Ledger Live et les frais qui sont associés, notamment du fait que ce soit cher et que les solutions sont pas optimales ou pas assez bonnes à leur goût. Enfin, moi, je suis assez d'accord, tu vois. En vrai, techniquement, si les frais étaient beaucoup moins élevés, peut-être que en fait, je passerais plus via Ledger Live. Pourquoi du coup? Yes. Alors le swap déjà, il est sécurisé de bout en bout depuis ton device vers notre partenaire jusqu'à ton device. Bon, ça c'est une première chose. Donc c'est pas la même expérience de swap que tu vas avoir ailleurs. Ensuite, quand tu signes une TX, il faut voir que parce qu'en fait, c'est un peu compliqué de savoir exactement combien tu payes pour le service. Parce que quand tu fais un swap à l'intérieur de Ledger Live, tu vas payer des fees de blockchain pour envoyer tes bitcoins, pour recevoir tes Ethereum, et ensuite tu vas payer des fees de service. Et potentiellement, tu vas payer du spread. Nous, dans le cas, il n'y a pas de spread. Et parfois, il y a des services qui vont te dire, ils prennent, je sais pas, par exemple, sur un centralized exchange, ils vont te dire qu'ils prennent 0,2% de fees. En fait, si tu comptes la fees d'envoyer tes bitcoins sur le centralized exchange, de renvoyer les Ethers sur ton hardware wallet, les 0,2%, plus le spread, parce qu'il y a du spread sur les centralized exchange, tout ça, ça fait une fees qui est beaucoup plus grande que 0,2. Dont on se rend pas nécessairement compte, ouais. Donc c'est ça qu'il faut. Donc c'est assez mettre ça en difficile perspective.
Exactement, si tu veux comparer la FIS, il faut comparer genre Apple to Apple, comme on dit en bon français. Et tu peux pas juste regarder le 0.2 versus celui que tu as sur le service Ledger. Mais vous pouvez forcément faire mieux, moi je pense. Moi je pense Je pense qu'on peut faire mieux, de que toute façon, c'est ce qu'on essaie de faire, bien sûr. À la fois, parce que c'est nos partenaires qui prennent les fees, et sur les fees de ces vous avez une partenaires, référale fees. Ouais. exactement, il y a une référale. Pourquoi ils ne bossent pas plus de leur côté et ou avec les devs pour intégrer plus de tokens, notamment des monstres du top 100, 200, trop de tokens ne sont pas supportés et trop sont gérés par des third apps, staking notamment. Idéalement, on devrait pouvoir tout faire dans Ledger Live, on en est loin. On en est loin, je suis pas d'accord. Après, je suis d'accord avec tout le reste. Idéalement, tu voudrais supporter tous les coins de la Terre dans ton Ledger et C'est dans quoi, les c'est juste une question de temps, quoi. C'est juste une question de temps on essaie de faire les plus importants et on essaie de le faire avec la sécurité, etc. Donc, tout ça, c'est des contraintes supplémentaires. On a eu une stratégie de plateforme ouverte qui consiste à faire en sorte que les devs peuvent venir implémenter le support de leur coin préféré dans nos devices. Et s'ils veulent avoir le support dans Ledger Live, ils viennent nous voir, on fait un partenariat et on le fait. Donc tout ça, c'est en place. Après, le problème, ça prend du temps. Et je te dis, le top 100, il change très vite et très souvent, et surtout en ce moment. Donc si tu veux, le dernier coin qui était top 600 il y a une semaine et qui est top 100 dans cette semaine. Après, celui qui revenait souvent, c'était Tao, mais je crois qu'il y a moyen en passant par l'app Polkadot, enfin Bit&Sword du coup, et en passant par Polkadot, je crois qu'il y a un système comme ça. Moi, c'est vraiment la demande, c'est vraiment tout le temps ça parle de Tao. Ouais, mais en fait, donc j'ai pas le détail en tête, mais je sais que c'est sur la roadmap et que ça arrive bientôt dans live. Okay. Et je me demande si c'est pas déjà sur le device. Genre s'il n'y a pas déjà l'app Bit&Sword. Mais je suis pas sûr. J'ai pas vérifié. Ouais. À quand les tokens Solana sont passés par un intermédiaire venant du wallet le plus célèbre, ce serait cool. Encore. Ça arrive bientôt là, on est à fond dessus. Parce que moi, Charles, je te l'avoue, ça c'est insupportable. Hein. Enfin, non mais quand même, Solana, respectons, mettons du nom du respect sur le nom Solana. Ouais, mais non mais non mais le truc c'est que tu peux même pas avoir les tokens, t'es obligé de le connecter à un fantôme via ton ledger. Enfin, c'est un peu chiant. Encore. SPL token, on en parle tous les jours, je te jure. Question à laquelle je m'attendais pas mais qui est intéressante. À quand la possibilité de labelliser des transactions dans Ledger Live? Impossible de les identifier pour certaines. Et moi, je me suis noté le fait que, d'un point de vue comptabilité, tu vois, t'as envie qu'on te mâche peut-être un peu plus le travail, quoi. Tout comme tu mets, tu sais, une sorte de motif, de référence quand tu fais un virement. Voilà. Ouais, je sais pas si c'est dans... Parce que des idées comme ça, il y en a des centaines. Ouais. Je sais pas si celle-là, elle est bonne, hein, elle est bonne. Je sais pas si elle est dans le backlog, mais je vais en parler juste après au responsable produit, et je vais lui dire. Il y a une autre idée dans le même genre, c'est avoir un adresse book aussi. Ça, c'est un truc que j'aimerais avoir. Ouais, un carnet d'adresses safe que tu valides. Ouais. Et de l'avoir sur ton device aussi. Sur ton device, tu vas voir que tu es en train d'envoyer 0.1 Bitcoin à Charles, tu vois, ce que tu veux faire. Non, pas tout de suite. Mais ou même que tu puisses décider de l'envoyer à une autre adresse que tu as dans ton Ledger Live, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, de compte à compte, enfin peut-être plus simplement, tu vois. Genre que t'aies peut-être un bouton transféré. Enfin après, je suppose que ça y a un effet de bord, mais. Question. Alors là, c'est la maxi best-of niveau question parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont mis leur message sur cette thématique et je te les fais tous. Et vas-y. Tu me dis. Quel wallet ne serait pas susceptible d'envoyer nos clés privées à un État afin que je quitte Ledger? Autre question. Un État peut-il ordonner sur décision de justice le blocage des fonds sur une Ledger? Merci. Autre question. Quelle serait la position de Ledger si demain la France et l'Union européenne imposaient à Ledger de délivrer aux admins fiscales les adresses Ledger de ses résidents fiscaux dans le cadre de KYC automatisé par exemple ou dans le cadre de contrôles fiscaux de ses clients? Et dernière question. Ma question, c'est est-ce que Ledger Live est un spyware pour le gouvernement français? Je troll la moitié, j'ai aucune confiance en Ledger depuis le recovery, je suis persuadé qu'ils n'hésitent pas à nous vendre au gouvernement. Alors, ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est revenu constamment et je pense que c'est important d'y répondre. Ouais, super question. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de Keyring Protocol, tu vois. En fait, on passe plein de temps à faire plein de features, justement, pour éviter... Open source. Ouais, open source et ce genre de problème, tu vois. Donc, en fait, on dépense du temps. Je pense qu'on communique pas suffisamment bien sur tout ça. Donc, mais ça, c'est un truc que j'ai l'impression de voir souvent. En mode, Ledger nous a trahis, c'est terminé, on va se faire balancer. Moi, je le vois pas tous les jours. Mais quand ça parle de Ledger, c'est un peu un truc qui revient, quoi.
Bon, après, les gens, ils aiment bien bâcher aussi, et ça, c'est un sujet qui vient. Bon, bref. En tout cas, là-dessus, nous, on cherche à faire en sorte de techniquement jamais être en capacité de pouvoir leaker nos utilisateurs. Comme ça, en fait, si un jour un État vient nous voir et vient nous tordre le bras pour essayer de faire quoi que ce soit, en fait, on ne peut pas techniquement. En fait, c'est ça qu'on essaie de faire tout le temps. Et c'est pas si simple. Typiquement, quand on Comme Signal en t'envoie soi. un peu, ouais, bah, même genre que Signal. Quand on t'envoie un device, on a ton adresse, donc typiquement, on pourrait se dire, bah, cette data, elle est quelque part dans, oui, on est obligé de l'avoir, parce que sinon on peut pas t'envoyer ton device. Donc celle-là, déjà, on la garde pas tout le temps, et cette database, on n'est pas capable de la croiser avec quoi que ce soit. Parce que ensuite, dans Ledger Live, tu as une autre database. Enfin, pour pouvoir synchroniser ton wallet Bitcoin, tu es obligé de demander à nos backends combien il y a de Bitcoin sur ton adresse, tu vois. Donc, là, on a ton adresse Bitcoin. Et typiquement, ces deux databases, c'est techniquement impossible pour nous de Vous les faites pas croiser. le lien, quoi. Ouais. On fait pas le Et lien, puis, on enfin, n'est ouais, pas capable mais de le faire. tu peux, parce qu'il y a pas, enfin, tu te dis pas que ce numéro de série a été acheté par cette personne et donc possède Exactement, mais tout ses ça, adresses dans, tu vois, enfin. bah, le numéro de série il y a rien. On n'est pas capable de le relier d'ailleurs, c'est pas vraiment un numéro de série, mais il y a un truc qui ressemble à ça, disons. Parce qu'il n'y a rien, on s'en sert juste pour faire le secure channel avec le HSM. En gros, Ok. d'un côté, le secure channel avec le HSM, tout ça c'est cryptographiquement secure, et ce serait ça le numéro de série. Sauf que le numéro de série, on n'est pas capable de le relier à quoi que ce soit. Ensuite, côté Ledger Live, tu as toutes les adresses, etc. Mais ça, on est obligé de les avoir pour te dire combien tu as de Bitcoin. Ça, on n'est pas capable de le relier ni avec le numéro de série, ni avec ton adresse physique. Et ensuite, ton adresse physique, on est obligé de l'avoir pour pouvoir t'envoyer ton device. Et ça, de la même manière, on fait en sorte de ne pas être capable de le lier avec quoi que ce soit et de la déléter dès que, légalement, on a le droit de la déléter. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Ensuite, sur le device lui-même, nous, on fait en sorte que même si donc imagine, tu te fais saisir chez toi, on vient de te prendre ton device, on vient voir Ledger, enfin, La police va voir Ledger. La police vient voir Ledger et nous demande de sortir ta clé. Non, on sait pas faire. Techniquement, on n'a pas de moyen de le faire. Et ni avec des clés d'update ou je sais pas quoi, ni avec une attaque, tu vois. On sait pas sortir tes clés. Et ça, en fait, c'est beaucoup de contraintes pour nous, parce que ce serait vachement plus facile de pouvoir upgrader tous les devices sans demander l'avis à personne, etc. En fait, non, ça, on se l'interdit, on ne peut pas le faire. Et on ne peut pas le faire techniquement. Donc, c'est-à-dire que si un jour un gouvernement essaie vraiment de nous tordre le bras, et ben, le truc, c'est que techniquement, on peut pas faire ce qu'un gouvernement nous demande. Mais à quel point ça pourrait changer? Et alors, question un peu, je suis un pour toi, mais imaginons demain le CEO de Ledger change, le board change, les actionnaires principaux changent, ils pètent un plomb. Enfin, dans tous les cas, ça se saura. Mais imaginons que pour une raison XY, il y a des choses obscures qui se passent. En vrai, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose? Toujours rien. Bah, enfin, disons que si tu prends le scénario genre ultime où Ouais, avec le deep l'attaquant state c'est Ledger. Tu vois ce que je veux L'attaquant dire? c'est Ledger. Ouais. Si l'attaquant c'est Ledger, là t'es foutu en fait. Enfin, T'es cooked. oui, t'es cooked. Si l'attaquant c'est Ledger, on va mettre une backdoor dans ton device de sorte que je sais pas, on est capable de connaître ta seed ou de sorte que, enfin. Mais pour les si appareils qui sont déjà produits, c'est pas possible. Bah, à la limite, si sur des appareils déjà produits, au moment où tu fais un update de firmware, on pourrait faire un update Evil, tu vois. Mais les updates de firmware, à quel point c'est transparent, tu vois? Parce que du coup, c'est ça la question sous-jacente. Bah, c'est à quel point c'est transparent, mais une partie du firmware n'est pas open source, donc ça, c'est pas forcément transparent. Par Ça contre, changera ou jamais? on Enfin, essaie de faire en sorte c'est compliqué. de rendre le plus possible open source. Le problème, c'est le problème. On utilise des secure elements, c'est pas un problème, c'est plutôt une feature. Mais en utilisant des secure elements, on ne peut pas rendre complètement tout open source de notre firmware. Et ce qu'on va faire... D'un point de vue IP, ça doit être compliqué aussi. Ouais, l'IP Et en tant que société, du quoi. secure element. Tu peux protéger ton IP et rendre les choses open source. Enfin, au moins pas open source software avec les licences Apache, mais tu peux faire de faire en sorte que tout le monde puisse lire le code. C'est pas de l'open source, mais tout le monde peut auditer le code. Ensuite, dès qu'on fait des upgrades de firmware, on fait auditer notre code par des labos tiers à chaque release de code qui vérifie qu'il n'y a pas de backdoor. Ensuite, de manière régulière, tous les 3 mois, 6 mois, on font aussi des audits de code pour être sûr qu'il n'y ait pas de vulnérabilité. Et en soi, techniquement, tu peux ne pas mettre à jour ton firmware. Et tu peux ne pas mettre à jour ton firmware, mais si tu fais ça, le problème, c'est que tu ne vas pas bénéficier des nouvelles features, ni des vulnérabilités qu'on a corrigées dans le passé.
et on passe notre temps à corriger des vulnérabilités / améliorer la sécurité. Mais techniquement, si tu dis qu'il n'y a pas de vulnérabilité et que pour une raison XY, voilà, Ledger retourne sa veste, je sais pas quoi, bah, t'as juste à pas update ton firmware et tu peux faire ce que tu veux. Tu ne pas ton firmware, tu récupères tes 24 mots, tu les mets dans un autre truc que tu fais confiance. Mais en tout cas, le truc que je veux mettre en avant, c'est que si dans ton mode de pensée, Ledger c'est l'attaquant, bah, tu utilises pas Ledger parce que c'est pas possible en fait, c'est trop facile. Non, mais je pose des questions un peu. Non, mais ça... mais cette question, on l'a eu plein de fois avec autour de Recover, etc. Et il y avait un espèce de, je sais pas, d'inconscient ou de se dire que, en fait, on n'a pas besoin de faire confiance à Ledger, tant que j'ai le device, c'est bon. Bah non, en fait, tu fais confiance à Ledger au moment où tu achètes le device, oui. Et après, tu fais aussi confiance à Ledger. Mais en fait, dans tous les cas, vous avez aucun intérêt à collaborer, etc. Genre, enfin, économiquement et plein d'autres manières. Enfin, si tu fais ça, tu tues Ledger. Enfin, si Ledger fait ça, Ledger bien sûr. Tout le monde partirait. Donc. Ok. Et dernière question. Quelle est l'espérance de vie d'un individu qui porte son Ledger autour du cou? Il y en a quelques-uns qui ont essayé et ils sont toujours là. Donc, bon, après. C'était marrant. Non, c'est une bonne blague. Après, enfin, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est si ce qu'il y a dans ton ledger, c'est comment dire, il y a beaucoup de valeur dans ton ledger. Moi, j'aurais quand même tendance à conseiller aux gens de ne pas porter celui-là autour du cou, parce que bah, si un attaquant le voit, il pourrait te forcer à sortir ton. Et puis même s'il est vide, c'est chiant quoi, parce que le mec te croit pas. Ouais, il y a ça aussi. Donc bon. Franchement, Charles, à chaque fois que je fais des interviews avec toi, c'est toujours des excellents moments parce que j'apprends toujours des choses et je pense que c'est pour ça que les gens apprécient ces vidéos-là. Et puis même, je suis tellement fier, tu vois, en tant que Français, d'avoir des acteurs comme vous ici. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes. Enfin, c'est chiant, quoi. Mais overall, je pense que vous êtes très, très, très net positif pour l'industrie. Et merci pour ça. Et merci beaucoup pour ton temps, parce que je t'ai pris beaucoup de temps. Et voilà. Enfin, franchement, vraiment gros respect. T'es une des personnes dans l'écosystème que je respecte le plus. Enfin, en tout cas en francophonie. Donc voilà, je le dis pour que les gens comprennent aussi la chance qu'on a, tu vois, d'avoir des gens comme toi, français, et surtout qui prennent le temps, tu vois, d'expliquer ça à la commu. Donc merci pour tout. Et je te laisse le mot de la fin pour clôturer cette longue interview. Yes, bah super, bah merci à ce que tu viens de dire, ça fait chaud au cœur, parce que bah quand t'es à Ledger et à ma position, tu passes beaucoup plus de temps à résoudre des problèmes et entendre les clients qui sont pas contents, parce que parfois ils sont pas contents parce qu'il y a un problème ou un autre. Bref, du coup ça fait plaisir d'avoir ce genre de feedback, premièrement. Et ce que je peux dire à tout le monde, c'est bon, là on va probablement rentrer dans une phase, comment dire, où les charts vont vers le haut là. Et ça d'expérience, ça crée effectivement une espèce d'euphorie collective. Je pense que le conseil que je peux essayer de donner à tout le monde, c'est de prendre un peu de recul, de garder la tête sur les épaules, d'éviter de n'agir seulement qu'avec ses émotions un peu folles. Et du coup, je dis ça pour les décisions de trading que vous allez pouvoir prendre, par exemple, et aussi pour les décisions autour de la sécurité de vos assets. C'est pas le moment de faire n'importe quoi avec vos bacs qui vont grossir. Dès que vos bacs grossissent, les attaquants les regardent et dès qu'ils sont suffisamment gros, les attaquants vont essayer de les prendre. Il y a un truc que je connais bien dans le monde des attaques, c'est que c'est vraiment une question de coût d'opportunité. Genre, si t'as 10 balles sur ton wallet et bah, pour un attaquant, c'est pas super intéressant, il va pas y passer beaucoup de temps. Si tu commences à avoir beaucoup sur ton wallet, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, et ben, les attaquants, ils vont pouvoir mettre en place des attaques qui coûtent, je sais pas, 10% de tout ça. 10% de 1 million, t'as 100 000 balles, tu peux faire beaucoup de choses d'un point de vue attaque avec 100 000. Vous avez compris l'idée. Donc, soyez, comment dire, attentifs, faites attention à ce que vous faites. À mon avis, utilisez des hardware wallets, de préférence des ledgers. N'oubliez pas FTX. N'oubliez pas FTX, c'est sûr. Faites attention à ce que vous signez, à chaque fois que vous signez, et aussi bien gérer votre backup. Vos 24 mots, c'est ça le principal secret qu'il faut sécuriser. Ne les laissez pas sur votre ordinateur dans un post-it. J'ai vu qu'il y avait un streamer qui avait fait ça récemment, qui s'est fait wiper son wallet.
Ne les mettez pas dans votre ordi, donc ni dans vos mails, Jamais ni en dans votre ordi, ligne, même sur votre téléphone. nulle part. Nulle part, à part sur des éléments peut-être physiques ou Dans difficiles une banque d'accès. physique, du papier, des cryptostyles en métal, ce genre de choses, et vérifiez que votre backup il fonctionne aussi. C'est pas le moment où vous êtes en panique que de faire un recover de votre wallet parce qu'il y a eu un problème, qu'il faut faire un recovery pour la première fois. Au moment où vous installez votre hardware wallet, vous écrivez 24 mots, vous wipez votre device, vous recover votre wallet et vous vérifiez que vous avez le même wallet et que tout fonctionne. Et comme ça, vous l'avez déjà fait une fois et refaites-le tous les 6 mois, etc. Bref, je pense que c'est ça les bonnes questions d'hygiène de sécurité. Parce que, comme je viens de dire, il est possible que vos bagues grossissent significativement et ça serait dommage de les perdre. Voilà. Merci beaucoup Charles. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre potentiellement d'autres questions ou d'autres invités que vous aimeriez voir simplement sur la chaîne. Charles, merci. C'était Picsou, c'est Charles. Tchuss. Merci à toi.